À la fête de Noël de l'entreprise de ma femme, le PDG tenait ma femme, Sienna, par la taille en riant. Il m'a montré du doigt et a dit, « Tu n'es qu'un autre triste trophée qu'elle garde au sous-sol. » Fauché, collant et insignifiant. Tout le monde a ri, y compris ma femme, sauf moi. Je me suis contenté de sourire et j'ai dit au PDG, « Vous n'êtes qu'un autre loser qui est sur le point de perdre 95% des parts de son entreprise. » Au moment où j'ai prononcé ces mots, son visage est devenu blême. Vous connaissez ce sentiment, quand vous êtes à une fête où tout le monde fait semblant de s'amuser, mais vous sentez les conneries à des kilomètres? Oui, c'était moi ce soir-là. Debout dans le coin de cette salle de bal au prix ridiculement exorbitant, comme une plante verte à un bal de promo. La fête de Noël de l'entreprise de Sienna était censée être notre soirée. Une chance de vraiment bien s'habiller et de prétendre que nous étions des gens chics pendant quelques heures. Au lieu de cela, j'avais l'impression de regarder une très mauvaise émission de télé-réalité où tout le monde essayait bien trop fort d'impressionner les autres. La salle de bal était décorée comme si quelqu'un avait vomi Noël partout. On parle de lustres qui coûtaient probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens, de sculptures de glace qui fondaient déjà en flaques coûteuses, et assez de champagne qui coulait pour remplir une petite piscine. Tout l'endroit criait, « Regardez comme nous avons du succès !» De cette manière odieuse qui vous donne envie de rouler les yeux si fort qu'ils vous sortent de la tête. Je sirotais mon whisky, le bon, pas la piquette qu'ils servent habituellement à ces sauteries d'entreprise, et je regardais Sienna faire le tour de la salle. Elle était dans son élément. Tout en sourire confiant et en rire parfaitement synchronisé. Ma femme pouvait séduire un épouvantail si elle le voulait. Et ce soir, elle mettait le paquet. Moi, j'étais aussi utile qu'une porte moustiquaire sur un sous-marin, juste là, à essayer d'avoir l'air à ma place. Le pire, ce n'étaient pas les fausses conversations sur les rapports trimestriels ou les discussions prétentieuses sur les maisons de vacances dans les hantons. Non, le pire, c'était de se sentir invisible. Avez-vous déjà été dans une pièce pleine de gens et vous être senti complètement seul? C'était moi, me noyant dans une mer de costumes chers et de robes de créateurs, me demandant pourquoi j'avais pris la peine de mettre ma plus belle cravate pour ce cirque. Puis Carson Vance est arrivé. S'il y a jamais eu un type qui avait l'air de sortir tout droit du kit de démarrage du PDG connard, c'était bien Carson. Imaginez ça. Des cheveux parfaitement coiffés qui nécessitaient probablement plus de produits qu'une showgirl de Vegas, des dents si blanches qu'elles pourraient aveugler un pilote, et un sourire qui criait « Je suis meilleur que toi et nous le savons tous les deux ». Le mec portait son arrogance comme un parfum bon marché, écrasant et impossible à ignorer. Je l'ai regardé glisser à travers la pièce comme s'il en était le propriétaire, ce qui, techniquement, était le cas. Stratos était son bébé, sa poule aux œufs d'or, son ticket pour le genre de richesse qui vous permet d'acheter des politiciens pour le plaisir. Il s'effrayait un chemin dans la foule en serrant des mains à tout va, citant des noms et faisant des promesses qu'il n'avait probablement aucune intention de tenir. Quand il a atteint Sienna, quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Pas de la jalousie, exactement, plus comme ce sentiment que vous avez quand vous voyez un accident de voiture sur le point de se produire au ralenti. Il a passé son bras autour de sa taille avec la confiance décontractée d'un type à qui on n'avait jamais dit non de toute sa vie privilégiée. « Sienna, ma chérie », a-t-il dit, sa voix portant cette fausse chaleur qui me donnait la chair de poule. « Tu es absolument magnifique ce soir. Mais je dois te demander, où se cache ton mari ?» La foule autour d'eux a gloussé comme s'il venait de raconter la blague la plus drôle du monde. Le rire de Sienna était vif et musical, le même qui faisait battre mon cœur quand nous sortions ensemble. Maintenant, c'était comme des ongles sur un tableau noir. « Oh, Julien est dans le coin », a-t-elle dit, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il me trouve. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir quelque chose d'excusé dans son expression. Puis Carson a suivi son regard, et son sourire est devenu prédateur. « Ah, le voilà », a annoncé Carson, sa voix résonnant dans la salle de bal comme s'il appelait le gagnant d'un jeu télévisé tordu. « Mesdames et messieurs, puis-je vous présenter Julian Cross, l'homme qui maîtrise l'art d'être professionnellement au chômage. » Le rire qui a suivi m'a frappé comme une gifle en plein visage. Ces gens, les collègues de Sienna, ses amis, des gens à qui j'avais souri et avec qui j'avais échangé des banalités pendant des années, dévoraient ça comme si c'était la partie divertissement de la soirée. Mais Carson n'avait pas fini. Oh non, il ne faisait que s'échauffer. Il a resserré son emprise sur la taille de Sienna, l'attirant plus près comme si elle était un prix qu'il avait gagné à une foire de campagne. « Vous savez ce qu'est Julien ?» a-t-il continué, sa voix dégoulinant d'une affection simulée.
C'est le petit trophée de sous-sol de Sienna. Vous savez, le genre de type qui reste à la maison, regarde la télé et vit du dur labeur de sa femme qui a du succès. Fauché, collant et complètement insignifiant. La pièce a éclaté de rire. Les gens se tordaient de rire. Une femme en robe à paillettes a même reniflé du champagne par le nez. Même les serveurs essayaient de cacher leur sourire derrière leur plateau. Et puis il y avait Sienna, ma femme. La femme qui avait promis de m'aimer et de m'honorer, qui avait juré de me soutenir contre vent et marée, a rejeté la tête en arrière et a ri comme si Carson venait de livrer la chute du siècle. Son rire était le plus fort de tous, vif et clair, et absolument dévastateur. La pièce a un peu tourné, non pas à cause du whisky, je n'avais bu qu'un verre, mais à cause du poids écrasant de la trahison. Ces gens ne me connaissaient pas. Ils ne savaient pas ce que j'avais fait, ce que j'avais construit, ce que j'avais sacrifié. Mais Sienna le savait, ou du moins elle aurait dû le savoir. Les rires ont commencé à s'apaiser, et Carson se prélassait dans l'attention comme un tournesol se tournant vers la lumière. Il planifiait probablement déjà sa prochaine pique, prêt à exploiter ce moment jusqu'à la dernière goutte. C'est là que j'ai décidé que j'en avais assez entendu. J'ai posé mon verre sur la table la plus proche. En cristal, bien sûr, parce que Carson ne reconnaîtrait pas la classe même si elle le mordait à son cul chirurgicalement amélioré, et j'ai marché vers le centre de la pièce. La foule s'est écartée comme la mer Rouge, leur rire se transformant en murmures confus. Le sourire de Carson a vacillé quand il m'a vu approcher. Bien. Je le voulais déstabiliser. Je me suis arrêté juste en face de lui, assez près pour sentir son parfum cher et le désespoir sous-jacent. La pièce était maintenant silencieuse. Tout le monde attendait de voir ce que le trophée de sous-sol allait faire. J'ai regardé Carson droit dans ses yeux artificiellement bleus et j'ai souri. Pas un sourire amer ou en colère, juste calme, confiant et complètement inébranlable. Tu sais quoi, Carson, ai-je dit, ma voix portant clairement dans la salle de bal silencieuse. Tu as absolument raison. Je ne suis qu'un type qui traîne au sous-sol. Son sourire est revenu, triomphant. Il pensait avoir gagné. Mais voilà le truc avec les sous-sols, ai-je continué, mon sourire ne faiblissant jamais. C'est là qu'on garde toutes les choses vraiment précieuses. Et toi, mon ami, tu n'es qu'un autre loser qui est sur le point de perdre 95% de son entreprise. Le visage de Carson devint blanc. Pas pâle, pas rougeau. Blanc comme la neige fraîche, blanc comme un os blanchi, blanc comme les mensonges qu'il se racontait sur qui détenait réellement le pouvoir dans cette pièce. Le silence a duré une éternité, et je suis parti. Quitter cette salle de bal, c'était comme sortir d'un rêve fiévreux pour entrer dans la réalité. L'air frais de décembre m'a frappé au visage comme un rappel à la réalité. Et pour la première fois de la soirée, je pouvais enfin respirer. Derrière moi, je pouvais entendre le silence stupéfait que j'avais laissé dans mon sillage, cédant lentement la place à un bavardage confus. Bien. Qu'ils s'étouffent avec leur champagne et leurs mots coûteux. Mes pas résonnaient sur le sol en marbre du hall de l'hôtel. Chaque clic de mes chaussures de ville marquait la distance entre qui ils pensaient que j'étais et qui j'étais vraiment. Le portier a hoché la tête en passant, probablement soulagé de voir quelqu'un quitter le cirque prétentieux à l'étage. Je ne le blâmais pas. Si je devais regarder des gens riches jouer, se déguiser et se poignarder dans le dos pour vivre, je développerais probablement un problème d'alcool. Julian, attends. Et voilà, le bruit de talons de créateur cliquant frénétiquement sur le marbre, accompagné du bruissement d'une robe chère. Sienna me poursuivait comme une sorte d'héroïne de comédie romantique. Sauf que ce n'était ni mignon ni romantique. C'était une tentative désespérée de limiter les dégâts. Je n'ai pas ralenti. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle avait eu sa chance de me défendre là-haut, et au lieu de cela, elle avait choisi de rire avec la foule comme si j'étais une sorte de blague. Maintenant, elle voulait parler. Maintenant, elle se souciait de mes sentiments. Julian, s'il te plaît, arrête. Sa voix devenait haletante, probablement parce que courir avec ses talons ridicules, c'était comme essayer de sprinter sur des échasses. Une partie de moi voulait continuer à marcher, la laisser trébucher derrière moi dans sa robe chic pendant que je disparaissais dans la nuit comme un étranger mystérieux d'un film. Mais l'autre partie de moi, celle qui se souvenait encore pourquoi j'étais tombé amoureux d'elle, m'a fait m'arrêter. Je me suis retourné lentement, lui laissant le temps de me rattraper. Elle était légèrement essoufflée, ses cheveux parfaits montrant les premiers signes de se défaire. Ses joues étaient rouges,
que ce soit de gêne ou d'effort, je ne pouvais pas le dire. Peut-être les deux. Qu'est-ce que c'était censé vouloir dire, bordel, a-t-elle demandé, ses yeux brillants d'un mélange de confusion et de colère. Ce que tu as dit à Carson à propos de la perte de son entreprise. Julian, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas menacer les gens comme ça. J'ai dû rire. Pas un rire amer cette fois, mais un amusement sincère devant l'absurdité de la situation. Voilà ma femme qui défendait l'homme qui venait de m'humilier devant une salle pleine de gens. Le même homme qui m'avait traité de trophée de sous-sol fauché et collant pendant qu'elle riait avec lui. Le menacer, ai-je dit en secouant la tête. Sienna, ce n'était pas une menace. C'était une promesse. Elle m'a regardé comme si je venais de lui dire que j'étais secrètement un extraterrestre de Mars. Julian, tu me fais peur. Tu dis n'importe quoi. Carson possède Stratostech. Il a construit cette entreprise à partir de rien. Tu ne peux pas juste. Ne peux pas quoi, ai-je interrompu, ma voix restant parfaitement calme malgré la tempête qui grondait dans ma poitrine. Ne peux pas dire la vérité? Ne peut pas me défendre quand ton patron décide de faire de moi son punching ball personnel pour le divertissement de la soirée? Ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-elle protesté, mais sa voix manquait de conviction. Nous savions tous les deux exactement ce qui s'était passé là-haut. Vraiment? J'ai fait un pas de plus, assez près pour qu'elle doive incliner la tête en arrière pour me regarder. Parce que de là où j'étais, il semblait que ma femme trouvait absolument hilarant qu'un autre homme me traite de loser pathétique qui vit de son succès. La combativité a quitté ses yeux un instant, remplacée par quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, mais ses murs défensifs se sont relevés et elle a croisé les bras comme pour se protéger de mes mots. Tu es ridicule, a-t-elle dit. Mais elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux en le disant. C'était juste une blague, Julian. Carson était juste Carson, tu sais comment il est à ces événements. Oui, je sais comment il est, ai-je dit doucement. La question est, sais-tu comment je suis? Elle a froncé les sourcils, clairement confuse par la question. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Et voilà, la question à $1 million qui prouvait tout ce que je soupçonnais depuis des années. Ma propre femme ne savait pas qui j'étais. Elle ne savait pas ce que j'avais fait, ce que j'avais construit, de quoi j'étais capable. Pour elle, j'étais exactement ce que Carson avait dit. Un trophée de sous-sol, un homme entretenu, un moins que rien qui avait eu la chance d'épouser au-dessus de sa condition. Ça veut dire, ai-je dit en me retournant vers le parking, que tu es sur le point de le découvrir. Julian, ne me tourne pas le dos. Ses talons claquaient frénétiquement alors qu'elle se dépêchait de me suivre. Je mérite une explication. Si tu sais quelque chose sur l'entreprise de Carson, si tu prépares quelque chose. Tu mérites une explication? Je me suis arrêté si brusquement qu'elle a failli me rentrer dedans. Sienna, il y a 5 minutes, tu riais avec ton patron pendant qu'il faisait de moi le divertissement de la soirée. Maintenant tu veux des explications? Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. Elle savait que j'avais raison, mais sa fierté ne la laissait pas l'admettre. Je ne riais pas de toi, a-t-elle dit faiblement. J'étais juste. C'était gênant, Julian. Je ne savais pas quoi faire. Tu ne savais pas quoi faire, ai-je répété lentement, laissant les mots flotter dans l'air entre nous. Quand quelqu'un insulte ton mari, l'humilie devant des dizaines de personnes, tu ne savais pas quoi faire sauf rire avec eux. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai secoué la tête. Tu veux parler de ce qui est juste? Juste aurait été que tu dises à Carson de la fermer au lieu de l'encourager. Juste aurait été que tu sortes avec moi au lieu de rester pour profiter du spectacle. Juste aurait été que tu saches qui tu as épousé au lieu de me traiter comme une sorte de secret. Embarrassant. Nous avions atteint ma voiture, une berline modeste qui semblait soudain être une épave à côté de toutes les BMW et Mercedes du garage. Sienna la voyait probablement comme la preuve de ce que Carson avait dit sur le fait que j'étais fauché. Elle n'avait aucune idée que j'aurais pu acheter et vendre la moitié des voitures de ce garage sans entamer mon portefeuille. Julian, s'il te plaît, a-t-elle dit, sa voix plus douce maintenant, presque suppliante. Je suis désolé. J'aurais dû te défendre. Je le sais. Mais cette histoire avec Carson, quoi que tu prépares, ça va nous faire du mal à tous les deux. Ma carrière, notre avenir. Notre avenir? J'ai déverrouillé la voiture et ouvert la portière du conducteur. Sienna, après ce soir,
je ne suis même pas sûr que nous ayons un présent, et encore moins un futur. Son visage est devenu blême. Tu ne le penses pas, je l'ai regardé longuement. Vraiment regardé. La femme que j'avais épousée, la femme avec qui je pensais passer le reste de ma vie. Elle était belle, réussie, ambitieuse, tout ce que je pensais vouloir chez une partenaire. Mais elle ne me connaissait pas. Après toutes ces années ensemble, elle n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Tu as ri de moi, ai-je dit doucement. Devant tous ces gens, tu as ri de moi comme si je n'étais rien, comme si j'étais exactement ce qu'ils disaient que j'étais. Je suis désolé. Désolé ne répare pas ça, Sienna. Je suis monté dans la voiture et j'ai démarré le moteur. Mais ne t'inquiète pas. Demain matin, tu comprendras exactement ce que Carson voulait dire quand son visage est devenu blanc. J'ai reculé de la place de parking, la laissant là, dans sa robe de créateur et ses chaussures inconfortables, l'air perdu et confus sous l'éclairage fluorescent du garage. Elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait que j'étais au chômage, que je vivais de son salaire, que j'étais une sorte de mari au foyer jouant aux jeux vidéo dans notre sous-sol pendant qu'elle gravissait les échelons de l'entreprise. Elle n'avait aucune idée que l'entreprise qui payait son salaire, l'entreprise que Carson pensait posséder, l'entreprise qui les avait tous rendus riches, c'était la mienne. Et demain, ils allaient tous se rappeler pourquoi les fantômes sont si dangereux. Parce que personne ne les voit venir. Le trajet de retour à la maison était thérapeutique, de cette manière tordue que seule la rage pure et sans mélange peut l'être. J'ai pris le chemin le plus long, laissant l'air de la nuit de décembre me rafraîchir la tête tandis que mes mains agrippaient le volant comme si j'essayais de l'étrangler. La radio jouait une chanson de Noël mièvre sur l'amour et l'union. La bande-son parfaite pour le feu de poubelle que mon mariage venait de devenir. Je l'ai éteinte. Ce soir, il n'était pas question de joie des fêtes et de sentiments chaleureux. Ce soir, il était question de régler des comptes. Notre maison avait exactement la même apparence que lorsque je l'avais quittée 3 heures plus tôt, mais d'une manière ou d'une autre, tout semblait différent. La pelouse parfaitement entretenue, les lumières de Noël de bon goût que Sienna avait insisté pour accrocher, les voitures chères dans l'allée. Tout cela ressemblait à un décor de théâtre pour une pièce que je n'avais plus envie de jouer. Je suis resté assis dans la voiture un moment, regardant la maison que nous avions achetée ensemble, me demandant combien de temps il lui faudrait avant de réaliser que les paiements hypothécaires provenaient de comptes qu'elle n'avait jamais vus. À l'intérieur, le silence était assourdissant. Pas de Sienna qui cliquetait sur ses talons. Pas le son de son bavardage au téléphone avec ses amis du travail. Pas de bruit de fond de la télé-réalité qu'elle regardait en boucle cette semaine-là. Juste moi, le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir, et le poids de 5 ans de mensonges soigneusement construits qui revenaient enfin au bercail. J'ai desserré ma cravate, la chair que Sienna m'avait choisie en prétendant qu'elle me rendait présentable, et je me suis dirigé directement vers mon bureau. Pas le bureau chic à l'étage que Sienna utilisait pour ses importants appels professionnels, mais la plus petite pièce au sous-sol que tout le monde supposait être là où je jouais aux jeux vidéo et faisais semblant d'être occupé. L'ironie ne m'a pas échappé. Carson m'avait appelé un trophée de sous-sol, et techniquement, il n'avait pas tort. Toutes mes affaires les plus précieuses étaient vraiment au sous-sol. Le bureau ressemblait exactement à ce que l'on attendrait d'un type qui ne travaillait prétendument pas. Un bureau abîmé que j'avais acheté dans un vide-grenier, une chaise de jeu qui avait connu des jours meilleurs, quelques moniteurs que la plupart des gens supposeraient être à des fins de divertissement. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est que ces moniteurs de jeu étaient connectés à des serveurs valant plus que le salaire annuel de la plupart des gens, exécutant des algorithmes qui m'avaient rendu assez riche pour acheter l'entreprise de Carson comme un passe-temps. Mais ce soir, il n'était pas question d'ordinateur, d'algorithmes de trading ou de portefeuille de crypto-monnaies contenant assez de monnaie numérique pour financer les infrastructures d'un petit pays. Ce soir, il était question de la preuve analogique à l'ancienne qui allait bouleverser le monde de Carson. Je me suis dirigé vers la bibliothèque, celle remplie de manuels techniques et de guides de programmation dont Sienna se plaignait toujours qu'ils donnaient à la pièce un air de nerd. Elle n'avait aucune idée que la moitié de ces livres étaient creux, contenant des disques de sauvegarde et des dispositifs de stockage cryptés qui détenaient les clés d'une richesse plus grande qu'elle ne pourrait l'imaginer. Mais ce n'était pas le matériel numérique que je cherchais ce soir. La bibliothèque elle-même était le vrai trésor. J'ai sorti 3 livres spécifiques, Gestion avancée des bases de données, Protocole de sécurité réseau, et La finance d'entreprise pour les nuls. Le dernier me faisait toujours rire. Si quelqu'un s'était donné la peine de le regarder, il se serait peut-être demandé pourquoi un type prétendument au chômage possédait un livre sur la finance d'entreprise,
mais personne ne regardait jamais. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir, et ils s'attendaient à voir la collection de livres aléatoires d'un loser. Les livres ont déclenché un mécanisme que j'avais fait installer lorsque nous avions emménagé. Toute la section centrale de la bibliothèque a pivoté vers l'intérieur sur des charnières cachées, révélant un coffre-fort mural qui aurait rendu un banquier suisse jaloux. Scanner biométrique, clavier, la totale. Ce n'était pas un truc de bricolage qu'on pouvait forcer avec un pied de biche et une mauvaise attitude. C'était de la sécurité de qualité industrielle pour des secrets de qualité industrielle. J'ai posé mon pouce sur le scanner, tapé un code qui incluait l'anniversaire de Sienna. Oui, je suis sentimental comme ça. Et j'ai écouté le bruit satisfaisant de plusieurs peines se rétractant. La porte du coffre-fort s'est ouverte, révélant la trace écrite qui allait transformer l'humiliation de ce soir en la vengeance de demain. Les documents étaient organisés dans des dossiers étiquetés. Chacun représentant une phase différente de mon acte de disparition soigneusement orchestré. Vente de Novagrid contenait les documents de l'époque où j'avais vendu ma première entreprise à un conglomérat technologique pour plus d'argent que la plupart des gens n'envoient en divi. Portefeuille d'investissement contenait les registres de la façon dont j'avais transformé cet argent en encore plus d'argent grâce à une combinaison d'investissements intelligents. De coups de chance et d'une capacité presque surnaturelle à repérer les tendances avant qu'elles ne deviennent évidentes. Mais le dossier que je cherchais vraiment était étiqueté « Acquisition de Stratos Tech ». À l'intérieur se trouvait la trace écrite complète de la façon dont j'avais tranquillement, méthodiquement et complètement légalement acheté 95% de l'entreprise de Carson sur une période de 3 ans. Société écran, société fictive, fonds d'investissement offshore. J'avais utilisé toutes les astuces du livre pour cacher mon identité tout en achetant systématiquement des actions à quiconque était prêt à vendre. La beauté de Carson, c'est qu'il était si arrogant, si convaincu de son propre génie, qu'il ne s'était jamais donné la peine d'enquêter correctement sur qui achetait son entreprise. Il avait été trop occupé à jouer au PDG, à faire des discours et, apparemment, à insulter les maris des gens lors des fêtes de Noël pour remarquer que quelqu'un lui tirait discrètement le tapis sous les pieds. J'ai étalé les documents sur mon bureau comme si je planifiais une campagne militaire. Les documents de fusion originaux de l'époque où Carson pensait qu'il vendait une petite participation pour lever des capitaux. Les accords de fiducie qui faisaient techniquement de moi le partenaire silencieux tout en lui laissant le titre de PDG. Les résolutions du conseil d'administration qui me donnaient le pouvoir de décision ultime chaque fois que je choisissais de l'exercer. Ma préférée était la clause enfouie à la page 47 du contrat principal, celle qui me permettait de révoquer tout dirigeant pour une conduite préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. L'avocat de Carson avait probablement pensé que c'était du langage standard. Carson lui-même n'avait certainement jamais lu aussi loin. Grosse erreur. J'ai sorti mon téléphone et parcouru mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom que je cherchais. Priya Lagne, mon avocate, mon amie, et la seule personne qui savait exactement à quel point j'étais riche et puissant. Elle était avec moi depuis les débuts de Novagrid, à l'époque où je n'étais qu'un autre programmeur avec de grands rêves et de plus grandes ambitions. Elle m'avait aidé à naviguer dans la vente, les investissements et le jeu de bonne taux élaboré qui avait fait de moi le propriétaire fantôme de Stratos Tech. Il était tard, presque minuit, mais Priya était une noctambule, et c'était le genre d'appel qu'elle attendait depuis des années. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Eh bien, Julian Cross, enfin prêt à sortir de l'ombre. Il est temps, ai-je dit, ma voix plus stable qu'elle ne l'avait été de toute la soirée. Qu'est-ce qui t'a finalement fait basculer, a-t-elle demandé, et je pouvais entendre l'amusement dans sa voix. Laisse-moi deviner, Carson a dit quelque chose de stupide à une fête. Quelque chose comme ça. Et Sienna? J'ai regardé la photo de mariage sur mon bureau. Le couple heureux qui pensait se connaître, qui pensait avoir sa vie toute tracée. Sienna a ri. Il y a eu une longue pause. Priya avait rencontré Sienna, avait vu notre relation se développer, et avait probablement vu cela venir de loin. Elle était trop professionnelle pour dire « je te l'avais bien dit ». Mais je le sentais dans le silence. D'accord, a-t-elle finalement dit. Fini monsieur gentil. Fini de se cacher au sous-sol. Demain, nous rappellerons à tout le monde pourquoi il devrait faire attention à faire des blagues aux dépens des autres. Plus d'ombre, ai-je convenu. Ça va être compliqué, Julian. Es-tu sûr d'être prêt pour les retombées? J'ai regardé les contrats étalés sur mon bureau, puis la maison vide autour de moi, puis l'alliance à mon doigt qui me semblait soudain peser 1000 livres. Priya, ai-je dit, je suis prêt pour ce moment depuis 5 ans.
Il est temps que tout le monde apprenne que le type silencieux dans le coin n'est pas toujours celui qu'il faut ignorer. Alors, brûlons tout. J'ai raccroché et j'ai soigneusement remis les documents dans leur dossier, mais j'ai laissé le coffre-fort ouvert. Demain, je n'aurai plus besoin de me cacher. Carson voulait m'appeler un trophée de sous-sol. Très bien. Mais il était sur le point d'apprendre que parfois, le trophée vaut plus que tout le reste réuni. Le matin est arrivé bien trop tôt, mais j'étais déjà réveillé. Bon sang, j'étais réveillé depuis environ 4 heures du matin, assis dans ma cuisine avec une tasse de café qui avait refroidi depuis des heures, regardant par la fenêtre le monde se réveiller. C'est drôle comme tout semble différent quand on est sur le point de faire exploser la vie de quelqu'un. Le lever du soleil semblait plus brillant, les oiseaux chantaient plus joyeusement, et même le nain de jardin moche de mon voisin avait l'air de me sourire. Sienna était rentrée vers 2 heures du matin, probablement après avoir passé des heures dans un restaurant ouvert toute la nuit avec ses amis du travail, essayant de comprendre ce qui s'était passé à la fête. J'avais entendu ses talons claquer sur le parquet, je l'avais entendu s'arrêter devant la porte de mon bureau comme si elle pensait à frapper, puis je l'avais entendu monter péniblement les escaliers vers ce qui, j'en étais presque sûr, serait la chambre d'amis. Sage décision. Je n'étais pas d'humeur pour un deuxième round de « Julien fait une dépression nerveuse ». À 7 heures du matin, j'étais douché, habillé de ma meilleure tenue, je vais ruiner la journée de quelqu'un, costume sombre, cravate rouge, des chaussures qui pourraient couper du verre, et prêt à regarder le monde de Carson s'effondrer autour de ses oreilles parfaitement coiffées. Priya m'avait envoyé un texto à 5h30. Papier déposé, audit approuvé. Que Dieu ait pitié de son âme, car nous n'en aurons aucune. J'adore cette femme. Pas de manière romantique. Elle était heureusement mariée à un avocat fiscaliste qui pouvait faire pleurer le fisc, mais de la manière dont on aime un samouraï qui s'apprête à vous aider à commettre un seppuku d'entreprise sur vos ennemis. Le siège de Stratos Tech ressemblait exactement à ce que l'on attend d'une entreprise dirigée par un type qui se prenait pour le prochain Steve Jobs. Tout en verre et en acier, et une architecture prétentieuse qui criait « Nous sommes innovants », sans vraiment rien innover. J'étais entré dans le bâtiment exactement 3 fois depuis que j'avais commencé à acheter des actions. Toujours en tant qu'invité de Sienna à une fonction d'entreprise ennuyeuse. Toujours traité comme le mari au chômage qui avait de la chance d'être là. Aujourd'hui allait être différent. Je ne suis pas passé par l'entrée principale. Pourquoi l'aurais-je fait? Au lieu de cela, je me suis dirigé directement vers le garage de stationnement de la direction où ma carte d'accès, celle que j'avais fait faire il y a des années mais que je n'avais jamais utilisée, m'a fait passer la sécurité comme si j'étais à ma place, ce qui, techniquement, était le cas. Je possède ce fichu endroit. Le trajet en ascenseur jusqu'au 15e étage était doux et silencieux, me donnant le temps de penser à ce que Carson faisait probablement à ce moment-là. Si je le connaissais, et malheureusement c'était le cas, il était assis dans son bureau d'angle avec vue sur la ville, buvant son café bio hors de prix et lisant des rapports sur sa propre brillance. Il n'avait probablement pas repensé à la fête de la veille. Les types comme Carson ne le faisaient jamais. Ils larguaient leurs petites bombes verbales, profitaient de l'explosion, puis passaient à la cible suivante sans jamais considérer que quelqu'un pourrait leur larguer une bombe plus grosse en retour. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec un doudigne, et je suis entré dans la suite exécutive comme si j'étais chez moi, parce que, encore une fois, c'était le cas. La première personne que j'ai vue était Janet Morrison, l'assistante de Carson et la gardienne officieuse de tous les potins de Stratos Tech. Elle avait environ 50 ans, était dans l'entreprise depuis avant que Carson ne prenne les rênes, et avait le genre de visage impassible qui la rendait dangereuse aux fêtes de Noël de l'entreprise. Elle a levé les yeux de son ordinateur alors que j'approchais, et j'ai pu voir le moment exact où elle m'a reconnu. « Monsieur Cross », a-t-elle dit, la confusion se lisant sur son visage. « Je suis désolé, mais Monsieur Vance ne vous attend pas. »« Ce n'est pas grave, Janet », ai-je dit avec un sourire qui était probablement un peu trop joyeux pour 8 heures du matin. « Il n'attend pas grand-chose aujourd'hui. » Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai entendu le bruit de plusieurs paires de chaussures chères claquant sur les sols en marbre. Priya est apparue au coin, suivie de 2 types en costume qui avaient l'air de manger des malversations d'entreprise au petit déjeuner et d'en redemander. L'équipe d'audit était arrivée. « Bonjour, Monsieur Cross », a dit Priya, sa voix portant juste assez de volume pour que tout le monde dans les environs puisse l'entendre. « J'espère que vous êtes prêts pour la réunion d'aujourd'hui. »« Absolument », ai-je répondu, arborant toujours ce sourire probablement trop joyeux. « Est-ce que Monsieur Vance est disponible ?
Janet nous regardait tour à tour comme si elle assistait à un match de tennis, essayant de comprendre ce qui se passait. Je peux vérifier s'il est libre. Oh, ne vous embêtez pas, a dit Priya en sortant un dossier manie assez épais pour étouffer un cheval. Ceci est un avis d'audit officiel. La disponibilité de Monsieur Vance n'est plus vraiment de son ressort. La couleur a quitté le visage de Janet. Elle avait assez d'expérience dans le monde de l'entreprise pour savoir que lorsque des avocats se présentaient avec des équipes d'audit, quelqu'un allait passer une très mauvaise journée. Audit, a-t-elle balbutié. Je ne comprends pas. Qui a autorisé? L'actionnaire principal, ai-je dit simplement. Et voilà. Le moment où Janet Morrison, qui connaissait tous les secrets et scandales du bâtiment, qui avait probablement répondu à un millier d'appels de membres du conseil d'administration et d'investisseurs au fil des ans, a réalisé qu'elle n'avait aucune idée de qui était l'actionnaire principal. Je vais faire savoir à Monsieur Vance que vous êtes là, a-t-elle dit faiblement, attrapant son téléphone. Faites donc, a dit Priya. Et pendant que vous y êtes, vous pourriez lui dire que nous examinerons tous les régimes de rémunération des dirigeants, l'utilisation personnelle des ressources de l'entreprise et toute irrégularité dans ses pratiques commerciales au cours des 5 dernières années. À travers les murs de verre du bureau de Carson, je pouvais le voir au téléphone, gesticulant sauvagement avec sa main libre comme s'il dirigeait un orchestre. Il avait l'air confiant, détendu, complètement inconscient que son monde était sur le point d'être bouleversé. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, mais je savais de qui il s'agissait avant même de regarder. Julian, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de la nuit dernière. Sienna. J'ai montré le message à Priya, qui l'a lu et a haussé un sourcil. Le timing, a-t-elle dit sèchement. Ouais, eh bien, elle a eu sa chance de parler la nuit dernière, ai-je répondu, glissant le téléphone dans ma poche. Juste au moment où elle riait de voir son mari se faire humilier. Devrions-nous attendre qu'elle arrive? Ça va l'affecter aussi. J'ai réfléchi un instant. Sienna travaillait au marketing, 3 étages en dessous de la suite exécutive. Elle était probablement à son bureau en ce moment, buvant son latte léger et essayant de prétendre que la nuit dernière n'avait jamais eu lieu. Quand l'audit frapperait, quand Carson se ferait virer, quand tout le château de cartes s'effondrerait, son travail serait probablement en sécurité. Je n'étais pas assez vindicatif pour détruire des innocents juste parce que mon mariage était en train de sombrer. Mais je n'allais pas non plus mettre ça en attente juste pour épargner ses sentiments. Elle a fait son choix, ai-je dit. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Janet a raccroché son téléphone et nous a regardés avec l'expression de quelqu'un à qui on venait de demander de programmer sa propre exécution. Monsieur Vance va vous recevoir maintenant, a-t-elle dit doucement. Je pouvais voir Carson à travers les murs de verre, redressant sa cravate et affichant son air de combat. Il pensait probablement que ce n'était qu'une autre réunion, une autre chance de charmer et de se frayer un chemin à travers n'importe quel inconvénient mineur qui se présentait à sa porte. Il n'avait aucune idée que l'inconvénient mineur le possédait. Après vous, a dit Priya, en désignant le bureau de Carson. En nous dirigeant vers la porte, j'ai aperçu un autre visage familier dans le couloir. Léla Chan, chef du développement logiciel et la personne la plus intelligente du bâtiment que personne n'écoutait jamais. Elle portait une tablette et une tasse de café, se dirigeant probablement vers une autre réunion où Carson ignorerait ses suggestions et s'attribuerait le mérite de ses idées. Nos regards se sont croisés un instant, et j'ai vu quelque chose là. De la reconnaissance, peut-être, ou de la curiosité. Elle avait toujours été assez perspicace pour remarquer des choses que les autres manquaient. J'ai pris une note mentale de lui parler plus tard. Après tout, chaque royaume avait besoin d'un nouveau souverain lorsque l'ancien roi était renversé. Et le règne de Carson Vance était sur le point de prendre fin de manière très abrupte. Le bureau de Carson était exactement ce que l'on attend d'un type qui se prenait pour le roi de la Silicon Valley. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, un bureau de la taille d'un petit porte-avions, et assez de récompenses et de trophées éparpillés pour faire croire qu'il avait gagné le prix Nobel pour être génial. Tout l'endroit criait « Regardez comme je suis successful », de cette manière désespérée qui me faisait toujours me demander qui il essayait de convaincre. Il se tenait derrière son bureau quand nous sommes entrés, adoptant ce que j'aime appeler ça, pose de pouvoir de PDG. Épaules en arrière, menton levé, faux sourire à fond. Le type s'entraînait probablement à ce regard dans le miroir chaque matin en se disant qu'il était le cadeau de Dieu à l'industrie technologique. Julian, a-t-il dit, sa voix résonnant d'un enthousiasme fin.
Quelle agréable surprise. Bien que, je dois dire, après notre intéressante conversation d'hier soir, je ne m'attendais pas à te voir ici si tôt. Je pouvais voir la sueur commencer à perler sur son front malgré son jeu confiant. Bien. Qu'il se tortille. Carson, ai-je répondu, ma voix stable comme un roc. Je me suis dit qu'il était temps d'avoir une vraie discussion d'affaires. Ses yeux se sont portés sur Priya et l'équipe d'audit derrière moi, et son sourire a légèrement vacillé. D'affaires, Julian? Je déteste te le dire, mais tu n'as pas vraiment d'affaires ici. C'est mon entreprise. C'est drôle que tu mentionnes ça, a dit Priya en s'avançant et en laissant tomber cet épais dossier manie sur son bureau immaculé avec un bruit sourd satisfaisant. Nous sommes en fait ici pour discuter de à qui appartient exactement cette entreprise. Le visage de Carson est passé de confiant à confus à légèrement paniqué en environ 3 secondes. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti, mais en beaucoup plus divertissant. Je suis désolé, mais qui êtes-vous, a-t-il demandé, sa voix montant d'environ une demi-octave. Priya Lagne, avocate de Monsieur Cross, a-t-elle dit en ouvrant le dossier et en étalant les documents sur son bureau comme si elle distribuait des cartes. Ces messieurs sont des experts comptables, et nous sommes ici pour mener un audit complet des pratiques financières de Stratos Tech. Audit? La voix de Carson a craqué comme celle d'un gamin de 13 ans qui invite quelqu'un au bal de promo. Sur l'autorité de qui? Vous ne pouvez pas simplement entrer dans mon bureau et exiger. En fait, nous le pouvons, ai-je interrompu, prenant l'un des documents et le tenant de manière à ce qu'il puisse le voir. Tu vois, Carson, voilà le truc. Tu ne t'es jamais donné la peine de te renseigner sur ta propre entreprise. J'en possède 95%. Le silence qui a suivi était absolument magnifique. La bouche de Carson s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. Son visage a traversé environ 17 teintes de blanc différentes. Et je jure que je pouvais presque entendre son cerveau essayer de traiter ce que je venais de lui dire. C'est impossible, a-t-il balbutié. J'ai construit cette entreprise. Je possède cette entreprise. Je suis le PDG. Tu es le PDG parce que je t'ai laissé être le PDG, ai-je dit en m'asseyant dans l'un de ces fauteuils en cuir coûteux et en me mettant à l'aise. Mais ça va changer. Priya avait fini d'étaler les papiers, et ça ressemblait à une scène de crime d'entreprise. Certificat d'action, document de transfert, fiducie de vote, accord de fusion, 5 ans de manœuvres financières soigneusement orchestrées qui avaient transformé l'entreprise de Carson en mon entreprise sans même qu'il s'en aperçoive. C'est insensé, a dit Carson, attrapant l'un des documents et le fixant comme s'il pouvait soudainement se transformer en quelque chose de logique. Ils ne peuvent pas être réels. Julian n'a pas ce genre d'argent. Il est au chômage. Il vit dans le sous-sol de sa femme. En fait, ai-je dit en me levant et en redressant ma cravate, je suis un entrepreneur technologique à la retraite qui a vendu son ancienne entreprise pour plus d'argent que tu n'en as gagné dans toute ta carrière, mais merci d'avoir joué. L'un des auditeurs, un type mince et sérieux qui rêvait probablement de bilan, s'est avancé et a pointé une section des documents. Monsieur Vance, ces registres de transfert d'actions montrent clairement que diverses entités d'investissement contrôlées par Monsieur Cross ont systématiquement acquis des actions de Stratos Tech au cours des 3 dernières années. Les transactions sont toutes légitimes et correctement documentées. Carson s'est affalé dans son fauteuil comme si on venait de lui dire que le Père Noël n'existait pas et que le lapin de Pâques était une fraude. Mais comment? Pourquoi? Je n'ai jamais autorisé tout ça. C'est la beauté des sociétés cotées en bourse, Carson, ai-je dit. Tu ne peux pas autoriser qui achète tes actions. Les gens avec de l'argent achètent des actions, et finalement, s'ils sont assez intelligents et patients, ils finissent par posséder tout le bazar. C'est une OPA hostile, a-t-il craché, retrouvant enfin sa voix. C'est du sabotage d'entreprise. Je vais vous poursuivre en justice. Je vais. Vous allez quoi? A interrompu Priya, sa voix assez tranchante pour couper de l'acier. Poursuivre l'actionnaire majoritaire pour avoir exercé ses droits légaux? Bonne chance avec cette stratégie. Le visage de Carson passait par toutes les couleurs comme un feu de circulation cassé, rouge de colère, blanc de choc, vert de nausée. Je commençais à avoir un peu pitié de lui, presque. Puis je me suis souvenu de lui m'appelant un trophée de sous-sol pendant que ma femme riait, et la sympathie s'est évaporée comme la rosée du matin. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, me penchant en avant et le regardant droit dans les yeux. Avec effet immédiat,
vous êtes renvoyé de votre poste de PDG de Stratos Tech. Vos cartes de crédit d'entreprise sont annulées. Votre voiture de société retourne à la flotte. Et ce bureau d'angle dont vous êtes si fier, c'est le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il crié, sautant sur ses pieds comme si sa chaise était en feu. Le conseil d'administration n'approuvera jamais ça. J'ai des contrats. J'ai des droits. Le conseil d'administration approuvera tout ce que je lui dirai d'approuver, ai-je dit calmement. Quant à vos contrats, eh bien, je suis sûr que Priya serait heureuse de vous expliquer cette clause de conduite préjudiciable aux intérêts de l'entreprise que vous n'avez jamais pris la peine de lire. Priya a souri comme un requin qui vient de sentir le sang dans l'eau. Page 47, sous-section C. Insulter et humilier des partenaires commerciaux ou leur famille lors d'événements publics est définitivement considéré comme une conduite préjudiciable. Le visage de Carson est passé des couleurs du feu de circulation à un gris cendré. Partenaires commerciaux? Julien n'est pas un partenaire commercial. Il est juste le type qui possède votre entreprise, ai-je terminé. Le type que vous avez décidé d'humilier à une fête de Noël pour des rires faciles. Le type dont vous avez convaincu la femme de rire avec vous pendant que vous le transformiez en tête de turc. Pour la première fois depuis que nous étions entrés dans son bureau, Carson avait l'air vraiment effrayé. Pas en colère ou confus, mais réellement effrayé. Il comprenait enfin que ce n'était pas une farce élaborée ou un malentendu. C'était réel, et son petit royaume parfait s'effondrait autour de lui. Julien, a-t-il dit, sa voix soudainement petite et suppliante. Écoute, peut-être que j'ai dépassé les bornes hier soir. Peut-être que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. On peut arranger ça, non? On peut trouver un arrangement. Je me suis levé et j'ai contourné son bureau, m'arrêtant juste en face de lui. Il transpirait ouvertement maintenant, ses cheveux parfaits commençaient à se faner, son costume cher avait l'air froissé et désespéré. Carson, ai-je dit doucement, tu m'as traité de trophée de sous-sol fauché, collant et insignifiant devant une salle pleine de gens. Tu as fait rire ma femme de moi. Tu as fait de mon mariage ton divertissement pour la soirée. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, probablement une autre excuse ou un prétexte, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Alors, non, on ne peut pas arranger ça. Et non, on ne peut pas trouver un arrangement. Tu es fini. Je me suis tourné vers Priya, qui était déjà en train de refermer le dossier et de se préparer à porter le coup de grâce. Oh, et Carson, ai-je dit en m'arrêtant à la porte. Je nomme les lachins comme PDG par intérim. Tu sais, la femme dont tu voles les idées depuis des années, celle que tu n'as jamais jugée assez intelligente pour diriger les choses. Son visage est devenu complètement blanc. Léla? Mais c'est juste. C'est juste une programmeuse. C'est une programmeuse qui comprend réellement la technologie, traite les gens avec respect et n'a jamais traité personne de trophée de sous-sol, ai-je dit. C'est drôle comme les choses se passent. En sortant de son bureau, je pouvais l'entendre derrière nous composer frénétiquement des numéros sur son téléphone, essayant probablement d'appeler des membres du conseil d'administration, des avocats ou quiconque pourrait lui sauver la mise. Bonne chance avec ça, pensais-je. Après tout, il est difficile de combattre un fantôme quand on réalise enfin qu'il a tenu toutes les cartes depuis le début. Si je pensais que le trajet de retour après la fête de Noël était thérapeutique, le trajet de retour après avoir viré Carson, c'était comme gagner à la loterie, guérir le cancer et découvrir le sens de la vie, le tout réuni en un magnifique et satisfaisant paquet. J'ai repris la route panoramique, les fenêtres baissées malgré le froid de décembre, laissant l'air frais m'envahir pendant que je digérais ce qui venait de se passer. Carson Vance, l'homme qui m'avait appelé un trophée de sous-sol, qui m'avait humilié devant des dizaines de personnes, qui avait convaincu ma propre femme de rire de moi, était probablement assis dans son ancien bureau en ce moment même. Fixant les papiers qui prouvaient qu'il n'avait jamais vraiment rien possédé. L'image mentale de son visage lorsque la réalité a finalement coulé à flot allait me tenir chaud pendant des années. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis que j'avais quitté Stratos Tech. SMS, appels manqués, messages vocaux, le moulin à potins de l'entreprise tournait à plein régime, et apparemment tout le monde voulait parler aux mystérieux nouveaux propriétaires qui venaient de larguer une bombe nucléaire sur leur lieu de travail. J'ai tout ignoré. Il y aurait du temps pour le contrôle des dommages et les relations publiques plus tard. Pour l'instant, je voulais juste profiter du silence avant que la tempête ne frappe ma maison, car, oh mon Dieu, il allait y avoir une tempête. Je me suis garé dans notre allée vers 18h et j'ai vu que la voiture de Sienna était déjà là. Les lumières étaient allumées dans le salon, la cuisine,
et ce qui semblait être toutes les autres pièces de la maison. Soit elle organisait une fête, soit elle tournait en rond comme un tigre en cage, se mettant dans une fureur capable de décoller la peinture des murs. Étant donné que son patron venait d'être viré par son mari prétendument au chômage, je pariais sur la deuxième option. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, probablement parce que Sienna était trop énervée pour se souvenir de la sécurité de base. Je suis donc entré dans ma propre maison comme si j'entrais dans une zone de guerre. Le silence était différent de la veille. La veille, c'était un silence choqué, confus. Ce soir, c'était le genre de silence qui précède le moment où quelqu'un commence à vous jeter de la vaisselle chère à la tête. Julian. Sa voix venait du salon, et elle avait cette fausse qualité calme que tout homme marié apprend à reconnaître comme l'équivalent vocal d'une sirène de tornade. « Ouais, c'est moi », ai-je répondu en accrochant mon manteau et en desserrant ma cravate. Inutile de prétendre que ce serait une conversation agréable. Je l'ai trouvée dans le salon, portant toujours les mêmes vêtements qu'elle portait au travail ce matin-là, mais ses cheveux parfaits étaient en désordre comme si elle y avait passé les mains, et son maquillage était légèrement maculé autour des yeux. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant la rue comme si elle s'attendait à voir un défilé de membres du conseil d'administration en colère marcher sur notre allée. « Assieds-toi », a-t-elle dit sans se retourner. « Je pense que je vais rester debout », ai-je répondu en croisant les bras et en m'appuyant contre le cadre de la porte. Si ça devait être une dispute, je voulais être prêt à bouger. Elle s'est retournée, et j'ai pu voir toute l'étendue de sa fureur sur son visage. Ses yeux brillaient de colère, ses joues étaient rouges, et elle serrait son téléphone si fort que j'ai été surpris que l'écran ne se fissure pas. « Qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» a-t-elle exigé, sa voix montant vers cette hauteur qui fait gémir les chiens et les voisins appeler la police. « J'ai eu une réunion », ai-je dit calmement. « Une réunion très productive. »« Une réunion ?» Elle a fait un pas vers moi, et je pouvais voir ses mains trembler de rage. « Julian, tu as fait virer Carson. Tu as pris le contrôle de son entreprise d'une manière ou d'une autre. Mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis 6 heures avec des gens qui me demandent ce qui se passe. Et qu'est-ce que tu leur as dit ? » Je leur ai dit que je n'en avais aucune idée, a-t-elle crié en jetant son téléphone sur le canapé assez fort pour qu'il rebondisse 2 fois. Parce que je ne sais pas. Je ne sais rien de toi. Je ne sais pas d'où tu as eu l'argent. Je ne sais pas comment tu as acheté une entreprise. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Et je ne sais certainement pas pourquoi tu as décidé de détruire ma carrière au passage. Voilà. Le vrai problème. Pas le fait que j'avais été humilié et qu'elle avait ri. Pas le fait que son patron m'avait traité de loser pathétique et qu'elle avait trouvé ça hilarant. Sa carrière, son image, sa position dans le monde de l'entreprise. Ta carrière, ai-je répété lentement. C'est de ça que tu t'inquiètes. Ta carrière ? Bien sûr que c'est de ça que je m'inquiète. Elle a commencé à faire les 100 pas comme si elle essayait de faire un trou dans le parquet. As-tu la moindre idée de ce que ça a l'air ? Mon mari, que tout le monde pense au chômage, vient de virer mon patron et de prendre le contrôle de l'entreprise. Les gens vont penser que j'étais complice. Ils vont penser que je leur mens depuis des années. Tu leur mens depuis des années, ai-je dit doucement. Elle a arrêté de faire les 100 pas et m'a fixé. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Ça veut dire que tu as raconté à tout le monde que ton mari est un loser qui vit de ton succès, alors que la vérité est que ton succès vient de l'entreprise que je possède. Sa bouche est tombée. Ce n'est pas. Je n'ai jamais dit que tu étais un loser. Vraiment ? Je me suis détaché du cadre de la porte et j'ai fait un pas vers elle. Parce que la nuit dernière, quand Carson m'a appelé un trophée de sous-sol fauché, collant et insignifiant, tu ne t'es pas précipité pour me défendre. C'était différent. Non, Sienna, c'était honnête. Pour la première fois de notre mariage, tu as été complètement honnête sur la façon dont tu me vois. Elle a secoué la tête violemment, comme si elle pouvait physiquement rejeter ce que je disais. Tu es ridicule. J'ai été prise au dépourvu. C'était gênant. Je ne savais pas quoi dire. Tu savais exactement quoi dire, ai-je répondu, ma voix se durcissant. Tu n'as rien dit. Et puis tu as ri. C'était juste une blague. Une blague ? J'ai senti ma propre colère monter. Le contrôle calme que j'avais maintenu toute la journée commençait enfin à se fissurer. Sienna, il m'a traité de moins que rien devant une salle pleine de gens. Il a dit que j'étais pathétique et insignifiant. Il a fait de moi le divertissement de la soirée et tu as trouvé ça drôle.
J'essayais de maintenir la paix. Le mot est sorti plus brusquement que je ne l'avais prévu, et elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Tu essayais de garder ta position. Tu essayais de t'assurer que ton patron t'appréciait toujours, même si cela signifiait jeter ton mari sous le bus. Des larmes ont commencé à se former dans ses yeux, mais je n'étais pas d'humeur à m'apitoyer. Julian, s'il te plaît. Tu me fais peur. Ce n'est pas ton genre. Tu ne fais pas des choses comme ça. Tu ne te défends pas, et voilà. La vérité. Elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle l'avait dite. Tu as raison, ai-je dit en m'asseyant sur le canapé et en la regardant avec quelque chose qui aurait pu être de la tristesse. Le Julian que tu as épousé ne se défend pas. Il s'assoit tranquillement dans les coins, laisse les gens l'insulter et fait semblant que ça ne fait pas mal quand sa propre femme rit avec eux. J'ai ramassé son téléphone là où elle l'avait jeté et je le lui ai tendu. Mais ce Julian est mort hier soir, Sienna. Juste au moment où tu as décidé que rendre ton patron heureux était plus important que de défendre ton mari. Elle a pris le téléphone avec des mains tremblantes. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu m'as embarrassé devant tout le monde avec qui je travaille. Tu m'as fait passer pour une idiote ou une menteuse, ou les deux. Quelle est ta prochaine étape dans ce petit fantasme de vengeance? Je me suis levé et j'ai marché vers les escaliers, m'arrêtant au bas de la première marche. Ce n'est pas de la vengeance, Sienna. C'est moi qui suis enfin honnête sur qui je suis et de quoi je suis capable. Et nous? Sa voix était petite maintenant, presque enfantine. Et notre mariage? Je l'ai regardé longuement. Vraiment regardé. La femme dont j'étais tombé amoureux. La femme avec qui je pensais passer ma vie. La femme qui avait ri quand quelqu'un m'avait appelé un trophée de sous-sol. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je suppose que ça dépend si tu peux apprendre à respecter l'homme que tu as réellement épousé au lieu de l'homme que tu pensais pouvoir gérer. J'ai commencé à monter les escaliers, mais sa voix m'a arrêté. Julian, attends. S'il te plaît. Je suis désolé. J'aurais dû te défendre. Je le sais, mais ce n'est pas la façon de gérer ça. Tu blesses des gens innocents. Tu détruis. Je ne détruis rien, ai-je dit sans me retourner. Je construis quelque chose de mieux avec des gens qui le méritent vraiment. Des gens comme Léla, qui fait le travail de Carson depuis des années sans en avoir le crédit. Et moi, a-t-elle murmuré. Je me suis retourné et je l'ai regardée du haut des escaliers. Elle avait l'air si petite, debout dans notre salon, entourée de toutes les choses chères que nous avions achetées ensemble, tenant son téléphone comme si c'était la dernière connexion à la vie qu'elle pensait comprendre. C'est à toi de décider, ai-je dit. Tu peux apprendre qui tu as réellement épousé ou tu peux continuer à prétendre que je suis l'homme que tu pensais pouvoir garder au sous-sol. Mais de toute façon, j'ai fini d'être ton trophée. Je suis entré dans notre chambre, j'ai fermé la porte, et pour la première fois depuis des années, je l'ai verrouillée. Dehors, je l'entendais pleurer. Mais pour la première fois depuis la nuit dernière, ce n'était pas moi qui avais envie de craquer. 3 semaines plus tard, Stratos Tech ressemblait à une entreprise complètement différente. Bon sang, c'était pratiquement une entreprise complètement différente. En parcourant les couloirs qui résonnaient autrefois du son d'employés stressés léchant les bottes de Carson, j'entendais maintenant quelque chose que je n'avais jamais connu là-bas, de vrais rires. Des gens parlant d'idées au lieu de politique. Le son de la productivité au lieu de la panique. Les lachins s'étaient révélés être tout ce que j'avais espéré, et plus encore. Là où Carson avait régné par la peur et la micro-gestion, Léla dirigeait par la compétence et le respect. Elle n'avait pas besoin de crier sur les gens pour obtenir des résultats. Elle devait juste leur montrer que leur travail comptait vraiment. Et soudain, tout le monde se démenait pour prouver qu'ils avaient leur place. « Bonjour, Monsieur Cross », a-t-elle dit alors que j'entrais dans ce qui était autrefois le bureau d'angle de Carson. Elle avait complètement redécoré l'endroit, troquant ses récompenses prétentieuses et son mur d'ego contre des tableaux blancs couverts de calendriers de projets et de véritables schémas d'ingénierie. L'immense bureau avait été remplacé par un poste de travail debout entouré de fauteuils confortables où les gens pouvaient réellement collaborer au lieu de se faire sermonner. Juste Julian, ai-je dit pour probablement la 100e fois depuis qu'elle avait pris les rênes. Et bonjour à toi aussi, PDG Chien. Elle a souri à cela. Léla avait ce sourire contagieux qui donnait envie à tout le monde autour d'elle de travailler plus dur, d'être meilleur, de se soucier vraiment de ce qu'il faisait. C'était l'opposé complet du faux charme d'entreprise de Carson.
Les chiffres du 4e trimestre sont arrivés, a-t-elle dit en faisant glisser une tablette sur son bureau. Chiffre d'affaires en hausse de 18% par rapport au dernier trimestre. Les scores de satisfaction des employés sont au plus haut. Et nous venons de décrocher 3 nouveaux contrats que Carson avait laissés filer pendant des mois. J'ai parcouru les données, secouant la tête avec étonnement. Comment diable Carson a-t-il empêché cette entreprise de croître? C'est comme s'il essayait activement de saboter son propre succès. Quand on passe tout son temps à faire de la politique au lieu de se concentrer sur le produit, voilà ce qui arrive, a dit Leila en affichant un autre écran montrant les taux de rétention des employés. La moitié des talents qu'il a fait fuir demandent déjà à revenir. Fais-les revenir, ai-je dit sans hésitation. Quiconque est parti à cause du style de gestion de Carson a une ardoise vierge et un entretien équitable. C'est déjà en cours. Elle a pris une note sur sa tablette. En parlant d'ardoise vierge, le marketing veut savoir quoi faire à propos de Sienna. Et voilà, l'éléphant dans la pièce que tout le monde était trop poli pour mentionner directement. Sienna avait pris un congé le lendemain de notre dispute, affirmant qu'elle avait besoin de temps pour réévaluer ses priorités professionnelles. En langage d'entreprise, cela signifiait qu'elle se cachait dans notre maison, alternant entre les pleurs, le nettoyage compulsif et l'envoi de SMS que j'ignorais pour la plupart. Et elle, ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Elle est douée dans son travail, a dit Leila prudemment. L'équipe l'aime bien. Ses campagnes sont efficaces et, honnêtement, elle n'a jamais traité les gens comme Carson le faisait. Mais tout le monde sait qu'elle est ta femme et ils marchent tous sur des œufs, se demandant si elle va avoir un traitement de faveur ou si elle va être un dommage collatéral dans ce qui se passe entre vous deux. Je me suis enfoncé dans l'un des fauteuils confortables que Leila avait installés, sentant soudain le poids de toutes les nuits blanches que j'avais passées depuis la fête de Noël. Que penses-tu que je devrais faire? Je pense, a dit Leila en s'asseyant en face de moi, que tu devrais la traiter de la même manière que tu traites n'importe quel autre employé. Si elle est douée dans son travail, elle reste. Si elle veut revenir, elle revient. Ce qui se passe dans votre mariage, c'est votre affaire. Mais ce qui se passe dans cette entreprise, c'est l'affaire de tout le monde. Femme intelligente. C'est exactement pourquoi je l'avais mise en charge. C'est juste, ai-je dit. Dis au marketing que lorsque Sienna sera prête à revenir, elle sera évaluée sur son travail, pas sur son nom de famille. Les mêmes normes que pour tout le monde. Je le ferai. Leila a pris une autre note, puis m'a regardé avec cette expression qui signifiait qu'elle était sur le point de dire quelque chose que je ne voulais probablement pas entendre. Puis-je te poser une question personnelle? Vas-y. Est-ce que ça va? Et ne me donne pas une réponse d'entreprise. Tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. J'ai dû rire à cela. Me voilà, vivant enfin ouvertement en tant qu'homme d'affaires prospère au lieu de me cacher dans mon sous-sol comme une sorte de vampire d'entreprise, et j'avais probablement l'air pire que lorsque tout le monde pensait que j'étais au chômage. Honnêtement, je ne sais pas, ai-je dit. J'ai passé 5 ans à être invisible, à laisser tout le monde penser que j'étais un échec, à regarder ma propre femme avoir honte de moi. Maintenant, je suis enfin moi-même, mais je ne sais pas s'il reste quelque chose à sauver dans mon mariage. Tu sais quelle est la différence entre toi et Carson, a demandé Leila. À part le fait que je ne suis pas un. Elle a ri. Carson détruisait les choses parce qu'il était peu sûr de lui et avait besoin de prouver qu'il était important. Tu construis des choses parce que tu te soucies vraiment de les améliorer. Elle a fait un geste vers la fenêtre où nous pouvions voir des employés collaborer dans la salle de pause, souriant réellement en travaillant. Regarde cet endroit. Regarde ce qu'il est devenu en 3 semaines. Tu n'as pas viré Carson parce que tu voulais te venger, même si je suis sûr que ça a fait du bien. Tu l'as viré parce qu'il blessait les gens. Où veux-tu en venir? Je veux en venir au fait que le même type qui a vu le potentiel de cette entreprise et l'a sauvée pourrait vouloir réfléchir à savoir s'il y a un potentiel dans son mariage qui vaut la peine d'être sauvé aussi. Avant que je puisse répondre, son téléphone a vibré avec ce qui semblait être un message urgent. L'événement de lancement de la Fondation Cross, a-t-elle dit en lisant l'écran. Ton assistant veut confirmer le nombre final de participants pour demain soir. C'est vrai. La Fondation Cross. Ma tentative de faire quelque chose de significatif avec tout l'argent que j'avais gagné au fil des ans. Programme de mentorat, bourse d'études, stages intensifs de codage pour les enfants qui ne pouvaient pas se permettre l'université. Toutes les choses que j'aurais aimé qu'elles existent quand je débutais. Dis-leur que nous attendons 200 personnes,
ai-je dit en me levant pour partir. Elle est là, merci pour le conseil. De rien, patron. En sortant de Stratos Tech cet après-midi-là, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de construire quelque chose au lieu de simplement tout démolir. La question était, quoi d'autre valait la peine d'être reconstruit? Au début, je ne l'ai presque pas vu. L'événement de lancement de la Fondation Cross battait son plein. 200 personnes entassées dans le centre communautaire, des mentors se connectant avec des jeunes, des boursiers rencontrant leurs parrains, le genre de chaos organisé qui se produit lorsque vous mettez des gens passionnés dans une pièce et que vous les laissez changer le monde. Puis je l'ai repéré dans le coin, en jean et simple pull au lieu de son tailleur pantalon habituel, aidant une adolescente à configurer son ordinateur portable pour un atelier de codage. Sienna. Elle venait aux événements de la Fondation depuis 2 semaines. Sans jamais en faire tout un plat. Sans jamais demander de reconnaissance ou essayer de me parler. Elle aidait simplement, en silence. De la même manière qu'elle faisait du bénévolat au refuge pour animaux quand nous avons commencé à sortir ensemble, avant que l'ambition d'entreprise ne la transforme en quelqu'un qui mesurait tout par des rapports trimestriels et des opportunités de réseautage. Je l'ai regardé expliquer quelque chose à la fille, probablement la syntaxe de base de Python, connaissant le parcours de Sienna en marketing numérique, et j'ai vu le visage de la jeune s'illuminer lorsque le code a finalement fonctionné. Ce sourire, ce moment de joie pure lorsque quelqu'un découvre qu'il peut créer quelque chose à partir de rien, c'était exactement la raison pour laquelle j'avais créé la fondation. Elle est venue tous les jours cette semaine, a dit Marcus, mon directeur de la fondation, apparaissant à côté de moi avec 2 tasses de café. Elle ne fait pas d'histoire, n'essaie pas de prendre les choses en main, elle se présente juste et travaille. J'ai remarqué, ai-je dit, acceptant le café avec gratitude. Elle a pleuré hier, a-t-il continué, sa voix douce. Pendant la session de mentorat avec les collégiens du centre-ville. Un des jeunes parlait de comment son père était parti quand il a appris pour la bourse. Il a dit qu'il ne voulait pas d'un cas social comme fils. Sienna s'est effondrée. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pas du pardon, exactement. Plus comme de la reconnaissance. La femme qui aidait cette adolescente n'était pas la même femme qui avait ri à la blague de Carson. C'était quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. La vraie Sienna. Celle qui avait été ensevelie sous des vêtements de créateur et des attentes d'entreprise. Elle m'a demandé de ne pas te dire qu'elle était là, a ajouté Marcus. Mais tu me le dis quand même. Il a haussé les épaules. Parce que je pense que vous avez tous les deux oublié quelque chose d'important. Tu n'es pas le seul à avoir fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Comme si elle pouvait sentir que je la regardais, Sienna a levé les yeux. Nos regards se sont croisés à travers la pièce, et pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Puis elle s'est retournée vers la fille, mais j'avais vu quelque chose sur son visage. De la vulnérabilité, peut-être, ou de l'espoir. Je ne suis pas allé lui parler. Nous n'étions pas encore prêts pour ça, mais je n'ai pas non plus détourné le regard. La confiance prend du temps à se reconstruire. Le respect grandit lentement. Et le pardon, c'est la partie la plus difficile. Mais regarder ma femme aider l'enfant d'un étranger à découvrir son propre potentiel, voir ses larmes pour un garçon dont le père ne pouvait pas voir au-delà de sa fierté pour aimer son fils, c'était un début. Peut-être pas un grand début, mais parfois les plus petits pas en avant sont ceux qui comptent le plus. 3 mois. 3 mois depuis que Carson m'avait traité de trophée de sous-sol et que mon monde avait été bouleversé. Et me voilà, entrant dans la même salle de bal où tout a commencé. Sauf que cette fois, tout était différent. Les décorations étaient toujours excessivement chères. Le champagne coulait toujours à flot. Et la même foule de gens d'entreprise essayait toujours de s'impressionner mutuellement. Mais ce soir, ce n'était pas le spectacle de Carson. Ce soir, c'était la célébration du nouvel an de Stratos Tech. Et l'invité d'honneur n'était pas l'homme qui avait été renvoyé. C'était la femme qui l'avait remplacé. Mesdames et messieurs, la voix de Léla résonnait clairement dans la salle de bal alors qu'elle se tenait au podium. Je veux vous présenter quelqu'un qui est resté dans l'ombre trop longtemps. L'homme qui a sauvé cette entreprise alors que nous ne savions même pas que nous avions besoin d'être sauvés. L'homme qui a cru en nous quand notre ancien dirigeant ne le faisait pas. L'homme qui nous a tous donné une seconde chance. J'ai senti tous les yeux de la salle se tourner vers moi alors que je me dirigeais vers l'avant. Fini de me cacher dans les coins. Fini d'être invisible.
Ces gens savaient qui j'étais maintenant, savaient ce que j'avais fait, savaient que le type silencieux qu'ils avaient ignoré était la raison pour laquelle ils avaient tous encore un emploi. Les applaudissements n'étaient pas des applaudissements polis d'entreprise. Ils étaient sincères, reconnaissants, réels, le genre d'applaudissements que l'on reçoit de gens qui vous respectent vraiment au lieu de simplement tolérer votre présence. Mais mes yeux n'étaient pas sur la foule. Ils étaient sur Sienna, assise tranquillement au deuxième rang, portant une simple robe noire au lieu de son tailleur pantalon habituel. Elle n'essayait pas de réseauter ou de grimper les échelons sociaux ce soir. Elle était juste là. Quand nos regards se sont croisés, elle a commencé à pleurer. Pas les larmes de colère de notre dispute il y a des mois, mais quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Elle applaudissait avec tout le monde, mais ses larmes racontaient la vraie histoire. Elle me voyait enfin. Pas l'homme qu'elle avait pensé pouvoir gérer, réparer ou dont elle pouvait avoir honte. L'homme que j'étais vraiment. Il avait fallu tout perdre pour que nous découvrions tous les deux qui nous étions vraiment sous toutes les apparences. La question maintenant était de savoir si c'était suffisant pour construire quelque chose de réel. 6 mois plus tard, je suis assis dans mon bureau, le vrai à l'étage, pas la cachette du sous-sol, regardant Sienna par la fenêtre alors qu'elle enseigne le codage à un groupe d'enfants dans notre jardin. Elle rit de quelque chose que l'un d'eux a dit, les cheveux attachés en queue de cheval, portant un vieux jean avec des taches d'herbe sur les genoux. C'est qui elle était avant que le monde de l'entreprise ne la convainque qu'elle devait être quelqu'un d'autre. C'est de cette personne que je suis tombé amoureux. Nous ne sommes pas réparés. Bon sang, nous sommes à peine bien la plupart du temps. Thérapie de couple 2 fois par semaine, chambre séparée, des conversations qui se terminent encore plus souvent en larmes qu'en rire. Mais nous essayons. Vraiment essayer au lieu de simplement prétendre que tout va bien pendant que nous nous empoisonnons lentement avec du ressentiment. Stratos est florissante sous la direction de Léla. Chiffre d'affaires en hausse de 40%, la satisfaction des employés est au plus haut, et nous venons d'ouvrir des bureaux dans 3 nouvelles villes. La Fondation Cross a placé plus de 200 jeunes dans des programmes de mentorat et financé 50 bourses complètes. Carson, aux dernières nouvelles, vendait des assurances à Phoenix et racontait à qui voulait l'entendre l'époque où il avait failli construire un empire technologique. Le plus drôle, c'est que rien de tout cela n'a autant d'importance que je le pensais. Ne vous méprenez pas, j'adore voir l'entreprise réussir. J'adore voir les enfants découvrir qu'ils peuvent coder leur chemin vers un avenir meilleur. J'adore savoir que Carson apprend ce que ça fait d'être un moins que rien. Mais ce que j'aime vraiment, c'est vivre honnêtement. Fini de cacher qui je suis. Fini de prétendre être moins que je ne suis juste pour mettre les autres à l'aise. Fini d'être le trophée de sous-sol de qui que ce soit. Je pensais que la pire chose au monde était d'être invisible. Il s'avère que la pire chose était d'être visible mais complètement incompris, même par la personne qui était censée me connaître le mieux. Sienna lève les yeux de l'ordinateur portable qu'elle partage avec une fillette de 10 ans et me surprend en train de la regarder. Elle me fait un signe de la main, sourit, ce vrai sourire qui m'a fait l'épouser. Je lui fais un signe en retour. Nous reconstruisons, lentement, prudemment, honnêtement. Parce que je ne veux pas être aimé pour ce que je possède. Je veux être respecté pour qui je suis. Il m'appelle un trophée au sous-sol maintenant. Je suis l'architecte de la maison dans laquelle ils vivent tous. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que j'ai senti la douleur lancinante dans mon flanc. Ça avait commencé par une douleur sourde plus tôt dans la journée, quelque chose que j'avais ignoré en m'occupant du petit déjeuner de Grace et en la préparant pour l'école. Mais dans l'après-midi, c'est devenu insupportable. Je me suis effondré sur le sol froid de la cuisine, me tenant le côté, les vagues de douleur aiguës m'irradiant. C'était comme un couteau qui se tordait à l'intérieur. Et même si j'essayais de le cacher, je savais que Grace, ma fille de 7 ans, pouvait voir à travers moi. « Papa, ça va ?» a-t-elle demandé, sa petite voix tremblante alors qu'elle se tenait à quelques pas, les yeux écarquillés de peur. Elle n'osait pas s'approcher, peut-être que mes grimaces lui faisaient peur. J'ai essayé de la rassurer, prenant la voix la plus forte que je pouvais, bien qu'elle soit à peine audible au-dessus d'un murmure. « Ça va aller, Grace. Juste un petit mal de ventre. » Mes mots étaient un mensonge, bien sûr. Quoi que ce soit, ce n'était pas un simple mal de ventre. J'étais à l'agonie, et la sueur froide qui perlait sur mon front n'aidait pas. J'avais besoin d'aide. Les pas d'Amélia ont résonné dans le couloir. J'ai senti une brève lueur d'espoir. Ma femme me verrait dans cet état et agirait sûrement. Elle est entrée dans la cuisine,
sa valise élégante roulant derrière elle. Elle avait l'air prête pour son voyage avec son frère Daniel, les cheveux parfaitement coiffés, son expression ne montrant aucune inquiétude mais de l'agacement. « Qu'est-ce que tu fais par terre, Marcus » a-t-elle demandé, sa voix tranchante comme si ma forme affalée l'avait en quelque sorte dérangée. La douleur rendait la parole difficile, mais j'ai réussi à halter. Je crois que c'est l'appendicite. C'est grave. Je dois aller à l'hôpital. Sa réponse a été un ricanement. L'appendicite ? Tu es dramatique. C'est probablement juste une indigestion. Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu ? Tu te sentiras mieux. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ne me voyait-elle pas me tenant le côté, à peine capable de respirer à travers les vagues de douleur ? Amelia, s'il te plaît. Je suis sérieux. Je ne peux pas bouger. Grace est là. J'ai besoin de toi. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre, la plus faible lueur d'impatience traversant son visage. Marcus, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne peux pas rater mon vol avec Daniel. Appelle Olivia ou quelque chose comme ça. Tu te débrouilleras. Sur ce, elle a roulé sa valise hors de la cuisine et de la maison, me laissant là sur le sol avec Grace à côté, des larmes coulant sur son visage. Papa, ne sois pas malade, a-t-elle gémi, se précipitant enfin à mes côtés et prenant ma main dans la sienne. Son contact m'a réconforté, mais il a aussi alimenté mon désespoir. Je ne pouvais pas la laisser me voir comme ça longtemps. Je devais faire quelque chose. J'ai cherché mon téléphone avec des mains tremblantes, parcourant mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom d'Olivia. Ma sœur avait toujours été là pour moi, et maintenant je n'avais pas d'autre choix que de m'appuyer à nouveau sur elle. Quand elle a décroché, sa voix était un mélange de confusion et d'inquiétude. « Marcus, qu'est-ce qui se passe ?» « Olivia » ai-je râpé, l'effort de parler m'épuisant. « Je crois que c'est l'appendicite. Je ne peux pas bouger. » Et Grace est terrifiée. « Amelia, elle est partie. J'ai besoin d'aide. » Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil avant que sa voix ne revienne, stable et ferme. « Reste où tu es. J'arrive tout de suite. » Tiens bon. Le soulagement que j'ai ressenti à ces mots a été immense, mais il a été rapidement éclipsé par une vague de colère et de douleur. Amelia m'avait abandonné quand j'avais le plus besoin d'elle. La femme que je pensais être toujours ma partenaire, mon soutien, avait choisi son voyage plutôt que moi, plutôt que Grace. Alors que je me suis appuyé contre le carrelage froid, serrant la main de Grace en attendant Olivia, une chose est devenue claire. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais simplement oublier ou pardonner. La décision d'Amelia de me laisser dans cet état parlait plus fort que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Il ne s'agissait plus seulement de la douleur dans mon flanc. Il s'agissait de la fracture dans notre mariage, une fracture que je n'étais pas sûr de pouvoir jamais réparer. Quand Olivia est arrivée quelques minutes plus tard, se précipitant et m'aidant à me relever, j'ai ressenti une immense gratitude pour elle. Mais même alors qu'elle m'aidait à monter dans sa voiture et nous conduisait à l'hôpital, je ne pouvais pas me défaire de l'amère vérité que les actions d'Amelia avaient révélée. Je ne pouvais pas compter sur elle quand ça comptait vraiment. Et cette prise de conscience était une blessure plus profonde que tout ce qui se passait dans mon corps. Allongé dans ce lit d'hôpital, fixant les murs blancs stériles et écoutant le bip rythmé des machines, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de colère. Soulagement parce que l'opération avait été un succès. Mon appendice était sur le point de se rompre, a dit le médecin. Si j'avais attendu plus longtemps, la situation aurait pu être mortelle. Et colère parce que la personne qui aurait dû être là pour moi, qui aurait dû me conduire elle-même à l'hôpital, n'était pas là. Amelia n'avait pas appelé, pas une seule fois, même pas pour vérifier si j'étais en vie. Ma sœur Olivia était intervenue sans hésitation. Elle m'avait conduit à l'hôpital, était restée avec Grace jusqu'à l'arrivée de mes parents, et les avait même tenus au courant de mon état pendant que j'étais en chirurgie. Elle a fait tout ce qu'Amelia aurait dû faire, mais n'a pas fait. Quand je me suis réveillé, Olivia était là à mes côtés, l'air inquiet, mais soulagée de me voir éveillé. « Tu nous as fait peur, Marcus » a-t-elle dit doucement, sa main posée sur la mienne. J'ai souri faiblement, l'effort étant épuisant. « Merci d'être là, Olivia. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Elle a souri en retour, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Ne me remercie pas. C'est ce que fait la famille. C'est juste que... Je ne comprends pas pourquoi Amelia n'est pas restée. Je veux dire,
Marcus, c'est sérieux. Tu aurais pu. Elle s'est interrompue, secouant la tête. Peu importe. Ces mots sont restés en suspens dans l'air longtemps après qu'elle ait quitté la pièce. Je savais ce qu'elle voulait dire. Je me le disais moi-même. L'absence d'Amélia n'était pas seulement un moment de mauvais jugement. C'était une trahison. Une trahison des vœux que nous avions prononcés, des promesses que nous nous étions faites de toujours nous soutenir. Le médecin est venu plus tard pour me voir, expliquant à quel point j'étais passé près d'une urgence majeure. J'ai hoché la tête, mais je n'écoutais pas vraiment. Mon esprit était bloqué sur Amélia. Je me suis remémoré le moment dans la cuisine encore et encore. Ces mots dédaigneux comme des poignards dans ma poitrine. Quand mes parents sont arrivés avec Grace, son visage s'est illuminé dès qu'elle m'a vu. Elle a couru à mon chevet, grimpant prudemment pour pouvoir s'asseoir à côté de moi. « Papa, tu vas mieux maintenant ?» a-t-elle demandé, ses petites mains agrippant fermement les miennes. Je l'ai serrée dans mes bras, la tenant aussi fort que je le pouvais. « J'y arrive, ma chérie. Ça va aller. » Sa présence était réconfortante, mais elle me rappelait aussi la responsabilité que j'avais. Je ne pouvais pas la laisser grandir dans un environnement où elle apprendrait que la négligence et l'indifférence étaient acceptables. Mes parents sont restés silencieux, mais leur visage en disait long. Ma mère, toujours si réservée, avait l'air de vouloir dire quelque chose. Mon père, en revanche, fulminait. « Marcus, où est Amélia ? Pourquoi n'est-elle pas là ?» a-t-il finalement demandé, sa voix basse et contrôlée, bien que je puisse sentir la colère gronder sous la surface. J'ai hésité. Elle est en voyage avec Daniel. C'est tout ce qu'il a fallu pour que mon père explose. En voyage ? Pendant que tu es à l'hôpital. Sait-elle seulement à quel point tu as failli ? Papa, s'il te plaît, ai-je interrompu, ne voulant pas que Grace entende la dispute qui se préparait. Ne faisons pas ça maintenant. Il avait l'air de vouloir argumenter, mais ma mère a posé une main sur son bras, l'incitant silencieusement à reculer. Les jours suivants ont été calmes. Mes parents se sont occupés de Grace pendant que je me remettais, et Olivia est venue souvent pour s'assurer que j'allais bien. Amélia, rien. Pas d'appel, pas de texto, pas le moindre signe d'inquiétude. Je voulais croire qu'il y avait une explication, une raison à son comportement. Peut-être qu'elle était dépassée ou qu'elle ne comprenait pas la gravité de mon état. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Elle avait fait un choix ce jour-là. Un choix de nous laisser, Grace et moi, derrière elle pour sa propre convenance. Au moment où j'ai été libéré et de retour à la maison, la douleur physique s'était estompée, mais la blessure émotionnelle restait à vif. Voir le visage de Grace s'illuminer lorsque j'ai franchi la porte était la seule chose qui m'a fait sourire. « Papa, tu es de retour » a-t-elle crié en courant dans mes bras. « Tu n'es plus malade, n'est-ce pas ? » « Je vais beaucoup mieux maintenant » ai-je dit en la serrant fort. Mais même en le disant, je savais que « mieux » était un terme relatif. Physiquement, je guérissais. Émotionnellement, je me désintégrais. L'absence d'Amélia pendant mon moment de besoin n'était pas quelque chose que je pouvais simplement ignorer. Elle avait laissé une marque, une coupure profonde que je ne pouvais pas ignorer. En couchant Grace ce soir-là, je me suis assis à ses côtés, lui caressant les cheveux alors qu'elle s'endormait. J'ai pensé aux promesses que j'avais faites à Amélia quand nous nous sommes mariés, à la famille que nous étions censés construire ensemble. Et puis j'ai pensé à sa valise roulant hors de la cuisine, ces mots dédaigneux résonnant dans mes oreilles. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais une chose était claire. Quelque chose devait changer. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. À moitié soutenue, à moitié aimée, Amélia avait fait son choix. Maintenant, je devais décider du mien. Au moment où Amélia est revenue de son voyage, je pensais m'être préparé à la conversation que nous allions avoir. Je pensais avoir surmonté la colère et la déception. Mais dès que la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas et que sa voix a rempli la maison, toutes ces émotions sont revenues en force. « Marcus, pourquoi n'es-tu pas venu nous chercher hier ? Daniel et moi avons dû dépenser plus pour un taxi et des billets de train » a-t-elle crié, sa frustration résonnant dans le couloir. J'étais dans le salon avec Grace, l'aidant à colorier un dessin sur lequel elle travaillait. Amélia est entrée en trombe, sa valise derrière elle, Daniel sur ses talons. Tous deux avaient l'air indignés, comme si je leur avais fait du tort. Je me suis levé lentement, mon corps se remettant encore de l'opération. « Bon retour » ai-je dit, ma voix froide et stable.
Le voyage a dû être difficile. Amelia s'est arrêtée net, son expression passant à la surprise face au ton de ma voix. C'est quoi, cette attitude, a-t-elle exigé. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Une attitude? Amelia? Pendant que tu profitais de ton voyage, j'étais à l'hôpital. J'ai failli mourir. Ma voix était calme, mais la colère couvait juste sous la surface. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, mais elle s'est rapidement reprise, balayant mes paroles d'un geste de la main. Tu vas bien maintenant, n'est-ce pas? Ça ne pouvait pas être si grave. Quelque chose a craqué en moi. Pas si grave? Mon appendice était sur le point de se rompre. Amelia, si ce n'était pas pour Olivia, je ne sais même pas si je serais encore là. Et où étais-tu? En voyage avec ton frère? Agissant comme si je n'existais même pas. Daniel, habituellement si suffisant et confiant, s'est agité mal à l'aise. Et, mec, ne m'implique pas là-dedans. Je ne savais rien d'eux. Je l'ai coupé d'un regard. Tu ne savais pas parce qu'elle ne s'est pas assez souciée de te le dire. Vous m'avez tous les deux abandonnés quand j'avais le plus besoin de vous. Le visage d'Amelia s'est empourpré. Tu es dramatique. Tu fais toujours toute une histoire pour rien. Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est rouverte. Je me suis tourné pour voir Olivia entrer avec mes parents et les parents d'Amelia juste derrière elle. Je les avais appelés plus tôt, leur expliquant tout, et ils avaient tous accepté de venir. Maintenant, alors qu'ils entraient dans la pièce, l'air est devenu lourd de tension. « Qu'est-ce que tout le monde fait ici ?» a demandé Amelia, sa voix faiblissant légèrement alors qu'elle voyait les expressions sévères sur leur visage. Mon père a été le premier à parler. Nous sommes ici parce que Marcus nous a raconté ce qui s'est passé. Amelia, comment as-tu pu le laisser comme ça? Comment as-tu pu laisser ton mari et ta fille seuls alors qu'ils souffraient autant? Amelia a regardé autour d'elle, clairement déconcertée par la déception collective qui lui était adressée. Je ne savais pas que c'était si grave, a-t-elle dit faiblement. Ce n'est pas une excuse, a sèchement répliqué Olivia, sa voix tranchante. Tu n'as même pas pris la peine de vérifier. Tu es juste parti. Et ne prétendons pas que c'est la première fois que tu places tes propres projets avant ta famille. Daniel, qui avait essayé de rester en dehors de la conversation, a finalement pris la parole. Écoutez, peut-être qu'elle a fait une erreur, mais ce n'est pas comme si Marcus était en train de mourir. Assez, a dit ma mère fermement, le coupant. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé cette fois-ci. C'est un schéma de comportement. Amelia, tu as mis Marcus et Grace en dernier depuis longtemps, et nous en avons assez de regarder ça. Les parents d'Amelia, qui étaient restés silencieux jusqu'à présent, ont regardé leur fille avec un mélange de tristesse et de déception. Amelia, a commencé sa mère. Nous t'avons élevé pour que tu prennes soin de ta famille, pour que tu sois là pour eux. Ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Amelia a croisé les bras de manière défensive, son regard passant de l'un à l'autre dans la pièce. Alors quoi? Vous allez tous vous liguer contre moi maintenant? J'ai fait une erreur, d'accord? Ce n'est pas la fin du monde. C'en est une pour moi, ai-je dit doucement mais fermement. La pièce est devenue silencieuse alors que je croisais son regard. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une erreur. Il s'agit de toutes les fois où j'ai dû ramasser les morceaux pendant que tu priorisais tes propres désirs par rapport à notre famille. Il s'agit du fait que je ne peux pas te faire confiance pour être là quand ça compte vraiment. Amelia a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Pour une fois, elle n'avait pas de répartie rapide ou de commentaire dédaigneux. Elle est restée là, me fixant, alors que le poids de mes mots s'enfonçait. Le silence a été rompu par mon père qui s'est tourné vers les parents d'Amelia. Vous devriez parler à votre fille, parce que si quelque chose ne change pas, je ne vois pas comment ce mariage peut survivre. Sur ce, la réunion s'est terminée. Un par un, tout le monde est parti, leur déception flottant dans l'air comme un nuage d'orage. Amelia n'a pas dit un mot en se dirigeant vers la chambre, claquant la porte derrière elle. Daniel a marmonné quelque chose à propos de rentrer chez lui et est parti sans un mot de plus. Je me suis rassis avec Grace, qui avait regardé tranquillement depuis le canapé. Elle a grimpé sur mes genoux et m'a entouré de ses bras. « C'est bon, papa » a-t-elle murmuré. « Je suis là. » Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle était la seule personne sur qui je pouvais compter. Quelque chose avait changé, et il n'y avait pas de retour en arrière.
Les actions d'Amélia nous avaient poussés au bord du gouffre, et maintenant, c'était à moi de décider de la suite. Les jours qui ont suivi la confrontation, c'était comme marcher dans un brouillard. Amélia essayait d'agir comme si de rien n'était, mais le silence entre nous était épais et oppressant. Elle m'évitait, ce qui me convenait. Je n'avais pas grand-chose à lui dire. Le mal était fait, et il n'y avait personne pour le défaire. J'ai passé mon temps à réfléchir, à rejouer chaque moment de notre mariage dans ma tête. J'ai pensé aux fois où j'avais été là pour elle sans hésitation, la soutenant à travers chaque défi, petit ou grand. Et puis j'ai pensé à la façon dont elle m'avait abandonné, rejetant ma douleur comme si ce n'était rien, nous laissant, Grace et moi, nous débrouiller seuls. Ce n'était pas seulement un moment de négligence. C'était l'aboutissement d'années de sentiments de passer en deuxième, voire en troisième position après ses désirs et les exigences de son frère. Ce n'était plus un mariage. C'était un partenariat de non seulement. Un soir, alors que Grace dormait et que la maison était calme, je me suis assis à la table de la salle à manger avec un dossier devant moi. À l'intérieur se trouvaient les papiers de divorce que j'avais récupérés plus tôt dans la journée. Je n'en avais encore parlé à personne. Ni à mes parents, ni à Olivia, parce que je devais être certain. Amélia est entrée dans la pièce, son téléphone à la main, faisant défiler comme si elle n'avait aucun souci au monde. Quand elle m'a vu assis là, elle s'est arrêtée. « C'est quoi cette tête sérieuse, Marcus ?» J'ai levé les yeux vers elle, mon cœur battant dans ma poitrine. J'avais répété ce moment dans ma tête, mais maintenant qu'il était là, je sentais une boule se former dans ma gorge. Pourtant, j'ai continué. « Nous devons parler. » Elle a soupiré de manière dramatique, posant son téléphone sur le comptoir. « Quoi encore ? On ne peut pas juste passer à autre chose ? » J'ai fait glisser le dossier sur la table vers elle. « Non, Amélia, nous ne pouvons pas simplement passer à autre chose. J'y ai réfléchi et je ne peux plus le faire. Je veux le divorce. » Pendant un instant, son visage s'est figé d'incrédulité. Puis elle a éclaté de rire. Froid, dur et moqueur. « Un divorce ? Ne sois pas ridicule, Marcus. Tu réagis de manière excessive. Tu le fais toujours. » Je me suis penché en avant, mes mains reposant sur la table pour me stabiliser. Ce n'est pas une réaction excessive, Amélia. C'est moi qui me défends enfin, pour moi et pour Grace. Tu as clairement montré où sont tes priorités, et elles ne sont pas avec nous. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Son expression a changé, la colère remplaçant la moquerie. Oh, alors tu penses que tu peux te débrouiller sans moi? As-tu la moindre idée de la difficulté que ce sera? Tu ne roules pas sur l'or, Marcus. Ces mots étaient destinés à blesser, mais je n'ai pas bronché. J'avais anticipé cela. Je préfère lutter chaque jour plutôt que de passer un autre moment à me sentir invisible dans mon propre mariage. Au moins, je saurai que je le fais pour Grace, pas pour quelqu'un qui s'en fiche. Les yeux d'Amélia se sont rétrécis, son visage se tordant en une grimace. Très bien, vas-y et divorce de moi. Voyons comment tu t'en sors tout seul. Ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras l'erreur que tu as faite. Son arrogance n'a fait que solidifier ma décision. Ce n'est pas une erreur, Amélia. Rester serait l'erreur. Et pour mémoire, je ne reviendrai pas en rampant. Ni maintenant, ni jamais. Elle est sortie de la pièce en trombe, claquant la porte de la chambre derrière elle. Je suis resté à la table pendant longtemps, fixant les papiers devant moi. Une partie de moi ressentait du soulagement. Enfin, je prenais le contrôle de ma vie. Mais une autre partie de moi ressentait une profonde tristesse. Ce n'est pas ainsi que j'avais imaginé la fin de mon mariage, mais c'était la réalité à laquelle je devais faire face. Le lendemain matin, j'ai déposé les papiers. Ce n'était pas un processus facile, mais chaque signature, chaque document ressemblait à un pas en avant. Mes parents et Olivia m'ont soutenu, bien que je puisse voir la tristesse dans leurs yeux. Ils avaient espéré une réconciliation, mais ils comprenaient aussi pourquoi ce n'était pas possible. Amélia, d'un autre côté, était furieuse. Elle alternait entre m'ignorer complètement et me lancer des commentaires désobligeants chaque fois que nous nous croisions. « Tu te crois si noble, n'est-ce pas ?» a-t-elle sifflé un soir alors que j'aidais Grace avec ses devoirs. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. Mes actions parlaient plus fort que n'importe quelle dispute que nous pourrions avoir. Pour la première fois depuis des années,
j'avais l'impression de reprendre ma vie en main. Ce n'était pas facile, et il y avait des moments de doute et de peur, mais au fond de moi, je savais que je faisais ce qu'il fallait. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait de Grace. Elle méritait de grandir dans un foyer où l'amour et le respect étaient les fondations, pas le ressentiment et la négligence. Amelia avait fait son choix, et maintenant je faisais le mien. C'était le début d'un nouveau chapitre, un où je pouvais enfin respirer, enfin espérer, et enfin être le père que Grace méritait. La route devant moi était incertaine, mais j'étais prêt à l'affronter, un pas à la fois. Demander le divorce était une chose. Gérer les conséquences en était une autre. Le processus lui-même était épuisant, non seulement à cause des aspects légaux, mais aussi à cause des efforts incessants d'Amelia pour me saper le moral. Elle n'était pas seulement en colère. Elle était déterminée à me faire regretter ma décision, et elle ne retenait pas ses coups. Au début, elle a joué la victime, me dépeignant comme celui qui n'était pas raisonnable. Marcus a simplement décidé qu'il ne pouvait plus supporter d'être un mari, a-t-elle dit à nos amis communs, omettant commodément la partie où elle m'avait laissé sur le sol de la cuisine, à l'agonie. Certains l'ont cru, d'autres non. Mais je ne pouvais pas me permettre de gaspiller de l'énergie à me défendre. Je devais me concentrer sur Grace et notre avenir. Les tactiques d'Amelia se sont rapidement intensifiées. Elle est devenue dédaigneuse lors des réunions de médiation, ignorant les accords et refusant de faire des compromis sur quoi que ce soit. « Je veux la maison », a-t-elle déclaré lors de l'une des premières sessions, son ton froid et définitif. « Tu peux trouver un autre endroit où vivre. » Je n'ai pas argumenté. Je n'allais pas me battre pour une maison qui ne ressemblait plus à un foyer. Ma priorité était d'assurer la stabilité de Grace, pas de m'accrocher à des biens matériels qui avaient perdu leur sens. Mais son prochain coup était plus difficile à encaisser. « Tu n'es pas apte à avoir la garde exclusive », a annoncé Amelia lors d'une autre réunion, ses mots tranchants et calculés. « Tu as à peine les moyens de te débrouiller seule, et Grace a besoin de constance. » Son audace m'a stupéfié. La même femme qui m'avait laissé me débrouiller seule lors d'une urgence médicale remettait maintenant en question ma capacité à prendre soin de notre fille. « Amelia », ai-je dit, en gardant ma voix aussi stable que possible. « Grace a besoin de quelqu'un qui la met en premier. Ça n'a jamais été toi. » Le médiateur a essayé de garder les choses civiles, mais il était clair qu'Amelia n'était pas intéressée par une résolution. Elle voulait me punir. Chaque commentaire, chaque exigence était conçue pour me pousser à bout. Mais j'ai refusé de lui donner cette satisfaction. Au lieu de cela, je me suis appuyé sur le système de soutien que j'avais toujours eu. Mes parents, Olivia, et même quelques amis proches qui voyaient clair dans le jeu d'Amelia. Olivia est devenue mon roc pendant cette période, m'aidant à naviguer dans le labyrinthe juridique et me rappelant pourquoi je faisais cela. « Ne la laisse pas t'épuiser », m'a-t-elle dit un soir alors que nous travaillions sur des papiers à ma table de cuisine. « Tu es plus fort qu'elle ne le pense. » Je me suis accroché à ces mots pendant les moments les plus difficiles, comme le jour où Amelia a décidé d'impliquer Grace. « Papa veut t'emmener loin de moi », lui a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage dans une performance digne d'un Oscar. Grace, confuse et effrayée, est venue me voir plus tard ce soir-là. « Papa, c'est vrai ? Tu veux que je vive avec toi et pas avec maman ?» M'agenouillant devant elle, j'ai tenu ses mains et j'ai regardé dans ses grands yeux innocents. « Ma chérie, je veux que tu sois heureuse et en sécurité. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. » Ce n'était pas facile de voir Grace essayer de donner un sens à la situation, mais je savais que je devais rester patient et stable pour elle. Le divorce ne consistait pas seulement à mettre fin à un mariage. Il s'agissait de créer une vie plus saine et plus stable pour ma fille. Au fil des semaines qui se sont transformées en mois, la façade d'Amelia a commencé à se fissurer. Son arrogance a cédé la place à la frustration alors qu'elle réalisait que je ne reculais pas. La communauté a commencé à s'en rendre compte aussi. Des histoires de sa négligence et de son égoïsme ont commencé à circuler. Grâce à Olivia et à quelques conversations bien placées. Amelia avait toujours tenu aux apparences, et maintenant ces apparences s'effondraient. Malgré tout, je suis resté concentré sur l'avenir. J'ai trouvé un endroit plus petit et plus confortable pour Grace et moi. Une location qui ressemblait plus à un nouveau départ que la maison ne l'avait jamais fait. J'ai aussi commencé à construire une routine qui donnait à Grace la constance dont elle avait besoin. Les trajets à l'école, les séances de devoirs, les histoires du soir.
Ces petits moments sont devenus le fondement de notre nouvelle vie, un rappel de ce pourquoi je me battais. Le processus juridique était épuisant, mais chaque étape ressemblait à un progrès. Chaque document signé, chaque accord conclu me rapprochait de la liberté. Les tentatives d'Amélia de m'intimider n'avaient plus le pouvoir qu'elles avaient autrefois. Je pouvais la voir pour ce qu'elle était vraiment. Une femme désespérée de contrôler une situation qui lui échappait. Un jour, lors d'une autre réunion houleuse, Amélia s'est penchée sur la table et a ricané. « Tu penses que tu gagnes, n'est-ce pas? Tu te crois si noble. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Marcus. Tu le regretteras. Tu n'es rien sans moi. » Ces mots m'ont piqué, mais je ne l'ai pas laissé paraître. Au lieu de cela, j'ai croisé son regard et j'ai répondu, « Je préfère lutter chaque jour plutôt que de passer un autre moment dans un mariage où je me sens invisible. » Il ne s'agit pas de gagner, Amélia. Il s'agit de faire ce qui est juste pour Grace et moi. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De la peur peut-être, ou la prise de conscience qu'elle ne pouvait plus me contrôler. Quoi que ce soit, ça n'a pas duré longtemps. Elle l'a rapidement masqué par un ricanement et s'est adossée à sa chaise. Mais je savais que j'avais touché un point sensible. Le divorce n'était pas encore finalisé, mais je sentais le vent tourner. Je n'étais plus l'homme qui gisait sur le sol de la cuisine, désespéré et impuissant. Je reprenais ma vie, un pas durement gagné à la fois. La route devant moi était encore incertaine, mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de marcher vers quelque chose de mieux. Le changement de comportement d'Amélia a été subtil au début. De petites fissures dans sa confiance qui étaient faciles à manquer. Mais au fil des semaines, ces fissures se sont élargies, révélant la personne sous la façade polie. La communauté, nos amis et même son lieu de travail commençaient à la voir pour ce qu'elle était vraiment, et cela ne lui plaisait pas. La nouvelle de notre divorce s'était répandue plus vite que prévu, même si je n'étais pas surpris. Les gens aiment les ragots, et un divorce est toujours un sujet brûlant. Olivia avait joué un rôle déterminant dans la mise au clair des choses. Chaque fois qu'Amélia essayait de déformer le récit, elle ne mâchait pas ses mots. Elle a raconté à quiconque le demandait comment Amélia m'avait abandonné lors d'une urgence médicale et avait donné la priorité à son propre voyage plutôt qu'à sa famille. Au début, Amélia a balayé cela d'un revers de la main, convaincue qu'elle pouvait se sortir de la situation par son charme. Elle avait été douée pour ça pendant des années, gagnant les gens avec son esprit et son charisme. Mais cette fois, ça ne fonctionnait pas. Ses collègues ont commencé à remarquer son irritabilité et son caractère colérique. Les amis qui l'admiraient autrefois ont commencé à prendre leur distance, leur sourire devenant poli mais tendu. Le frère d'Amélia, Daniel, ne s'en sortait pas beaucoup mieux. Ils avaient toujours été comme les deux doigts de la main, mais même leur lien montrait des signes de tension. Un soir, en allant chercher Grace après une après-midi de jeu, je les ai entendus se disputer devant son appartement. « C'est de ta faute si tout s'écroule » a crié Daniel, sa voix assez forte pour que tout le quartier l'entende. « Oh, ne t'avise pas de me blâmer » a rétorqué Amélia. « Tu y étais aussi. Ne fais pas comme si tu étais innocent dans tout ça. » Le son de leur voix qui montait et descendait était étrangement satisfaisant. Pendant des années, ils avaient été un front uni, plaçant toujours leurs projets et leurs priorités avant les miens. Maintenant, ils se déchiraient. En même temps, la vie professionnelle d'Amélia s'effilochait. Elle avait toujours été fière de son travail, se vantant de ses réalisations et de sa capacité à concilier travail et famille. Mais la vérité était que son comportement négligent à la maison commençait à déteindre sur son travail. Des délais étaient manqués, des réunions étaient oubliées, et sa réputation autrefois impeccable a commencé à s'effriter. L'un de ses collègues, qui se trouvait être un vieil ami à moi, m'a confié autour d'un café un après-midi, « Marcus, je ne sais pas ce qui se passe avec Amélia, mais ce n'est plus la même personne. Les gens commencent à parler. Ce n'est pas bon. » Je n'étais pas surpris, mais l'entendre confirmer était comme une justification. Amélia avait construit son identité autour du succès et de l'admiration, mais maintenant cette image s'effondrait. Pendant ce temps, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Grace et moi nous sommes installés dans notre nouvelle routine. Et bien que ce ne soit pas toujours facile, il y avait un sentiment de paix dans notre maison qui n'existait plus depuis des années. Grace semblait plus heureuse aussi. Ses rires plus fréquents, ses sourires plus éclatants. Un jour, en la déposant à l'école, j'ai remarqué un groupe de parents qui chuchotaient à proximité. J'ai surpris des bribes de leur conversation. Mon nom,
le nom d'Amélia, des mots comme « abandonné » et « divorce ». Je sentais leurs yeux sur moi alors que je conduisais Grace à sa classe. Ça faisait mal, mais pas autant que je le pensais. Qu'ils parlent, me suis-je dit. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Et même s'ils la connaissaient, leurs opinions n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'était Grace et la vie que je construisais pour nous. Amélia, en revanche, ne gérait pas aussi bien le jugement. Elle s'était toujours souciée de ce que les gens pensaient d'elle, et maintenant elle ne pouvait pas échapper aux chuchotements et aux regards de côté. Ses amis autrefois fidèles l'évitaient, et même ses parents semblaient distants. Un soir, alors que Grace était chez Olivia, je suis passé en voiture devant la maison d'Amélia et je l'ai vue se disputer à nouveau avec Daniel, cette fois dans l'allée. Leur voix était étouffée, mais leur langage corporel en disait long. Accusation, frustration, blâme. Les deux personnes qui avaient été si unies étaient maintenant à couteau tiré, chacune essayant de rejeter la responsabilité du désordre qu'elles avaient créé. La semaine suivante, j'ai appris par des rumeurs qu'Amélia avait été rétrogradée au travail. Son patron s'était apparemment lassé de sa performance déclinante et avait décidé qu'il était temps de changer. Pour quelqu'un comme Amélia, dont l'identité était si liée à sa carrière, c'était un coup dévastateur. Je n'avais pas pitié d'elle. Plus maintenant. Elle avait fait ses choix et maintenant elle en affrontait les conséquences. Le coup de grâce est venu lors d'un événement scolaire. L'enseignante de Grace avait invité les parents à se joindre à une petite célébration dans la classe. Amélia est arrivée en retard, l'air éreinté et déplacé. Quand elle a essayé de discuter avec les autres parents, ils lui ont offert des sourires polis, mais ont rapidement changé de sujet. Je me tenais près du fond, la regardant réaliser que la chaleur et l'admiration qu'elle avait autrefois reçues avaient disparu. Elle a croisé mon regard, son expression un mélange de colère et de tristesse. Mais je n'ai pas détourné le regard. Je voulais qu'elle voie que je n'étais pas le même homme qu'elle avait rejeté et rabaissé. Alors que Grace et moi sortions ensemble, elle m'a serré la jambe et m'a regardé. « Papa, je suis contente que tu sois là », a-t-elle dit avec un grand sourire. « Je serai toujours là, ma chérie », ai-je répondu en la soulevant dans mes bras. Amélia avait passé des années à me démolir. Mais maintenant, c'était elle qui s'effondrait. Et bien que je ne sois pas du genre à célébrer la chute de quelqu'un, je ne pouvais nier le sentiment de justice en la voyant enfin faire face aux conséquences de ses actes. Elle avait fait ses choix, et maintenant, moi aussi. Le premier matin dans notre nouvelle maison était surréaliste. La maison était plus petite, plus confortable, mais elle ressemblait déjà plus à un foyer que celle que j'avais laissée derrière moi. Grace dormait encore, blottie dans son nouveau lit, pendant que je me tenais dans la cuisine, sirotant un café et regardant autour de moi. Le silence était différent ici. Pas oppressant comme avant, mais paisible. C'était le son d'un nouveau départ. Reconstruire ma vie après le divorce n'a pas été facile. J'ai dû laisser partir la colère, le ressentiment et la frustration qui s'étaient accumulés au fil des ans. Je devais me concentrer sur ce qui comptait le plus, Grace. Elle était mon ancre, la seule constante dans tout ce chaos, et j'étais déterminé à lui donner la stabilité qu'elle méritait. La première grande étape a été de trouver un emploi. J'étais hors du marché du travail depuis des années, dépendant des revenus d'Amélia pendant que je me concentrais sur l'éducation de Grace. Maintenant, je devais prendre les choses en main. Mon CV n'était pas exactement impressionnant. Il avait des lacunes qui ne pouvaient être ignorées, mais j'étais prêt à travailler dur et à faire mes preuves. Après des semaines de recherche et d'innombrables entretiens, j'ai décroché un poste dans un petit cabinet comptable. La propriétaire, Clara, était elle-même mère célibataire et elle comprenait les défis auxquels j'étais confronté. Nous allons y aller pas à pas, m'a-t-elle dit lors de mon dernier entretien. Vous trouverez votre rythme, et nous serons là pour vous soutenir. Le travail n'était pas glamour, mais il était stable, et l'environnement était accueillant. J'ai travaillé dur, apprenant autant que je le pouvais. Et avec le temps, j'ai commencé à retrouver confiance en moi. Je ne survivais pas seulement. Je construisais quelque chose de significatif pour Grace et moi. Grace, de son côté, s'est adaptée plus vite que je ne l'avais prévu. Elle adorait notre nouveau quartier, surtout le parc à un pâté de maison. Elle s'est fait des amis facilement, ses rires remplissant l'air alors qu'elle jouait sur les balançoires ou chassait les papillons. La voir heureuse me rappelait pourquoi je faisais tout cela. Un soir, alors que nous étions assis par terre dans le salon en train de manger de la pizza, Grace m'a regardé et m'a dit « Papa, j'aime bien ici.
On se sent comme à la maison. Ces mots m'ont fait monter les larmes aux yeux. Je me suis penché et je lui ai embrassé le front. Je suis content, ma chérie. C'est notre maison maintenant. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Les chuchotements et les ragots dans la communauté n'avaient pas cessé. Aux sorties d'école, je sentais les regards jugeurs et entendais les conversations à voix basse. C'est Marcus, disait-il. Tu sais, celui qui a divorcé. Sa femme l'a quitté. Ça faisait mal, mais j'ai refusé de me laisser abattre. Grace avait besoin que je sois fort. Et je n'allais pas laisser des gens à l'esprit étroit me démoraliser. Olivia, comme toujours, était ma plus grande supportrice. Elle m'appelait après avoir entendu une nouvelle rumeur et en riait. Laisse-les parler, disait-elle. Tu te débrouilles très bien, et c'est tout ce qui compte. La chute d'Amelia a continué. Bien que j'ai essayé de ne pas y penser, j'ai appris par des connaissances communes que son lieu de travail l'avait rétrogradée et qu'elle avait du mal à maintenir le style de vie qu'elle affichait autrefois. Daniel s'était éloigné d'elle et même ses parents étaient moins impliqués dans sa vie. Elle devenait l'ombre de la personne qu'elle était autrefois. Un jour, en allant chercher Grace à l'école, Amelia est apparue. Elle avait l'air épuisée, son apparence habituellement soignée remplacée par des yeux fatigués et un sourire forcé. Grace a d'abord couru vers moi, me serrant fort dans ses bras avant de se tourner vers sa mère. « Salut, maman », a-t-elle dit avec hésitation. Amelia s'est agenouillée et l'a serrée dans ses bras, mais l'interaction semblait tendue. Elle m'a jeté un coup d'œil, son expression indéchiffrable. « Marcus, on peut parler ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête, m'écartant pendant que Grace jouait à proximité. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» ai-je demandé, gardant mon ton neutre. Elle a hésité, regardant ses mains. Je voulais juste dire que je suis désolé pour tout. Les mots m'ont pris par surprise. Amelia n'était pas du genre à admettre ses torts, et encore moins à s'excuser. Mais même si j'avais voulu entendre ces mots il y a des années, maintenant ils me semblaient creux. Trop peu, trop tard. J'apprécie, ai-je dit, ma voix stable. Mais les choses sont différentes maintenant. Grace et moi avançons et je dois me concentrer là-dessus. Elle a hoché la tête, ses épaules s'affaissant légèrement. Je comprends. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Soulagement, tristesse et clôture. Pour la première fois, j'avais vraiment l'impression de laisser le passé derrière moi. Dans les semaines qui ont suivi, la vie a repris un nouveau rythme. Le travail est devenu plus épanouissant à mesure que je progressais dans mon rôle, et Grace s'est épanouie dans son nouvel environnement. Notre maison était remplie de rire et d'amour, un contraste frappant avec la tension et la négligence que nous avions laissées derrière nous. Un soir, alors que j'étais assis près de la fenêtre à regarder Grace jouer dans le jardin, j'ai réfléchi au chemin que nous avions parcouru. La route avait été difficile, remplie de douleurs et d'incertitudes. Mais elle nous avait conduits ici, un lieu de paix et d'espoir. Je n'étais plus le même homme que j'avais été au début de ce voyage. J'étais plus fort, plus confiant, et enfin libre de construire la vie que Grace et moi méritions. Reconstruire une vie à partir de zéro n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Et en regardant les rires de Grace remplir l'air, je savais que j'avais fait le bon choix. Nous étions enfin à la maison. Le calme du soir était quelque chose dont je n'avais pas réalisé le manque jusqu'à ce qu'il fasse partie de ma vie quotidienne. Grace dormait dans sa chambre, sa respiration douce étant le seul son dans la maison. Je me suis assis près de la fenêtre, une tasse de café à la main, regardant les étoiles. Les derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions, de défis et de changements. Mais assis là, dans le calme, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. J'ai repensé à l'endroit où tout a commencé. Le sol froid de la cuisine, la douleur qui me déchirait le corps, et la prise de conscience qu'Amelia ne reviendrait pas pour m'aider. Ce moment avait été un électrochoc, me forçant à voir la vérité que j'avais ignorée pendant des années. Notre mariage s'effondrait depuis longtemps, mais je m'étais convaincu que les choses s'amélioreraient. Elles ne l'ont jamais fait. Il ne s'agissait pas seulement du fait qu'Amelia m'ait quitté dans ce moment de besoin. Il s'agissait des innombrables autres fois où elle s'était mise en avant, elle, son frère, ou sa carrière, au détriment de notre famille. Il s'agissait des remarques dédaigneuses, de l'indifférence, et de la façon dont je me sentais toujours comme une pensée après coup. J'avais passé tellement de temps à essayer de tout maintenir ensemble que je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais perdu dans le processus.
Mais maintenant, assis ici dans cette petite maison confortable avec Grace dormant paisiblement dans la pièce voisine, j'ai réalisé le chemin que j'avais parcouru. Je n'étais pas l'homme qui avait mendié des miettes d'attention ou de compréhension. Je n'étais pas l'homme qui s'était contenté d'être invisible dans son propre mariage. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort. La route jusqu'à ce point n'avait pas été facile. La procédure de divorce avait été brutale, Amelia se battant contre moi à chaque étape. Elle avait essayé de me démolir, remettant en question ma capacité à élever Grace, se moquant de ma décision de la quitter et propageant des mensonges à quiconque voulait l'écouter. Mais à travers tout cela, j'ai tenu bon. Non pas parce que c'était facile, mais parce que je savais pourquoi je me battais. Une vie meilleure pour Grace et moi. Et maintenant, nous vivions cette vie meilleure. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des chuchotements et des jugements de la part de la communauté, et il y avait des jours où le poids de tout cela semblait trop lourd. Mais chaque fois que je voyais le sourire de Grace, que j'entendais son rire, ou que je la voyais s'épanouir dans notre nouvel environnement, je savais que j'avais fait le bon choix. En réfléchissant à la chute d'Amelia, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de justification. Elle avait toujours été si sûre d'elle, si convaincue qu'elle était intouchable, mais les fissures de sa façade avaient été exposées. Et maintenant, c'était elle qui luttait pour maintenir les apparences. Je ne me réjouissais pas de sa douleur, mais je ne pouvais nier la satisfaction de la voir faire face aux conséquences de ses actes. Pourtant, il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de moi, de Grace, et de la vie que nous construisions ensemble. J'ai pensé à toutes les petites victoires que nous avions eues au cours des derniers mois. Grace se faisant de nouveaux amis à l'école, mon premier chèque de paie de mon nouveau travail, les nuits que nous passions blottis sur le canapé à regarder des films. Ces moments, aussi petits qu'ils semblaient, étaient tout. Ils étaient la preuve que nous pouvions avancer, que nous pouvions trouver le bonheur et la stabilité par nous-mêmes. Alors que j'étais assis là, j'ai senti une vague de gratitude m'envahir. Pour Olivia, qui avait été mon roc à travers tout cela. Pour mes parents, qui étaient intervenus quand j'avais le plus besoin d'eux. Pour Grace, dont la résilience et la joie me rappelaient pourquoi je me battais si fort. Et même pour moi-même, pour avoir trouvé la force de quitter une situation toxique et de recommencer à zéro. J'ai pris une profonde inspiration, laissant l'air frais de la nuit remplir mes poumons. L'avenir était encore incertain. Mais pour la première fois depuis longtemps, cela ne me faisait pas peur. Si je pouvais survivre à tout ce que j'avais traversé, la trahison d'Amelia, le divorce épuisant, les chuchotements et le jugement, je pouvais gérer tout ce qui viendrait ensuite. Le son de Grace s'agitant dans sa chambre m'a sorti de mes pensées. J'ai posé ma tasse de café et je me suis dirigé vers sa porte, jetant un coup d'œil à l'intérieur. Elle dormait encore, son visage paisible et sa petite main agrippant le bord de sa couverture. J'ai souri, mon cœur gonflé d'amour et de détermination. C'était ça qui comptait. Pas le passé, pas les chuchotements, pas les tentatives d'Amelia de me démolir. Grace était ma priorité, et tout ce que je ferais à partir de maintenant serait pour elle. Elle méritait un père présent, aimant et fort. Et j'étais déterminé à être ce père. En éteignant la lumière et en fermant sa porte, j'ai ressenti un sentiment de clôture. Le chapitre avec Amelia était terminé, et un nouveau commençait. C'était un chapitre que j'écrirais selon mes propres termes, rempli d'espoir, d'amour et de résilience. La route devant moi pourrait encore avoir des défis, mais j'étais prêt à les affronter. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de contrôler ma propre histoire. Et cette fois, j'étais déterminé à en faire une bonne. Tout a commencé par un coup à la porte en fin d'après-midi. Je n'attendais personne, et Grace était chez Olivia pour le week-end, me donnant un rare moment de paix. J'ai ouvert la porte et elle était là, Amelia. Pendant un instant, j'ai été stupéfait. Elle ne ressemblait en rien à la femme que j'avais autrefois épousée. Son comportement habituellement confiant avait disparu, remplacé par des épaules affaissées et des yeux fatigués. « Marcus » a-t-elle commencé, sa voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. « On peut parler ?» J'ai hésité, ne sachant pas quoi faire. Une partie de moi voulait lui claquer la porte au nez et en finir. Mais une autre partie de moi, celle qu'il avait autrefois aimée, voulait l'entendre. Contre mon meilleur jugement, je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. Amelia est entrée dans le salon, regardant autour d'elle comme si elle le voyait pour la première fois. La simplicité de l'espace semblait la déconcerter, mais je n'ai offert aucune explication. Je suis resté debout, attendant qu'elle parle.
Elle s'est finalement tournée vers moi, ses mains jointes fermement devant elle. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, a-t-elle commencé, sa voix tremblant légèrement, et je me suis rendu compte que je te dois des excuses pour tout. J'ai croisé les bras, gardant mon expression neutre. Pourquoi exactement t'excuses-tu, Amélia? Elle a dégluti difficilement, regardant le sol. Pour t'avoir abandonné quand tu avais besoin de moi, pour ne pas avoir été la femme ou la partenaire que tu méritais. Pour avoir mis mes propres besoins en premier. J'ai été égoïste, Marcus. Et je le vois maintenant. Ces mots sont restés en suspens dans l'air, mais ils n'ont pas eu l'impact qu'elle pensait probablement qu'ils auraient. Il y a quelques mois, je m'y serais peut-être accroché, désespéré qu'elle reconnaisse enfin la douleur qu'elle avait causée. Mais maintenant, il me semblait creux, trop tardif, trop répété. Pourquoi maintenant, ai-je demandé, mon ton stable? Pourquoi t'excuses-tu maintenant, Amélia? Parce que tu as vraiment changé ou parce que tu as réalisé que la vie que tu avais construite s'effondrait? Elle a tressailli, mes mots ayant clairement atteint leur cible. Ce n'est pas comme ça, a-t-elle dit rapidement, mais l'hésitation dans sa voix l'a trahi. C'est juste. Tu me manques. Ce que nous avions me manque. J'ai secoué la tête, laissant échapper un rire amer. Ce que nous avions, Amélia, nous n'avons rien eu de réel depuis des années. Tu t'es assuré de cela à chaque fois que tu m'as ignoré. Chaque fois que tu t'es mise, toi et Daniel, avant Grace et moi. Elle a fait un pas de plus, ses yeux suppliants. Je sais que j'ai tout gâché, Marcus, mais je veux arranger les choses. Pour Grace, pour nous. Je sentais ma colère monter, mais je me suis forcé à rester calme. Arranger les choses, ai-je répété. Amélia, tu ne peux pas simplement revenir dans ma vie et t'attendre à ce que tout redevienne comme avant. Tu n'as pas seulement tout gâché. Tu as cassé quelque chose. Et j'ai passé les derniers mois à ramasser les morceaux et à construire quelque chose de mieux pour Grace et moi. Des larmes ont rempli ses yeux, mais je n'ai pas ressenti la sympathie que j'aurais eue autrefois. Je sais que je ne mérite pas le pardon, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Mais je demande une autre chance. S'il te plaît, Marcus. Pendant un instant, j'ai considéré ses paroles. Non pas parce que je voulais la reprendre, mais parce que je voulais être sûr de ma décision. C'était une femme que j'avais autrefois aimée, la mère de mon enfant. Mais alors que je la regardais, son visage strié de larmes, j'ai réalisé que tout l'amour que j'avais pour elle avait disparu. Il avait été remplacé par quelque chose de plus fort. Le respect de soi. Je suis désolé, Amélia, ai-je dit, ma voix ferme mais pas méchante. Mais j'ai tourné la page. Grace et moi avons trouvé une vie qui nous convient, et je ne suis pas prêt à compromettre cela. Tu as fait tes choix, et maintenant je fais les miens. Ses épaules se sont affaissées et pour la première fois, elle a semblé accepter qu'elle n'allait pas obtenir la réponse qu'elle voulait. Je comprends, a-t-elle murmuré, essuyant ses yeux. C'est juste. Je suis désolé, Marcus, pour tout. Merci, ai-je dit simplement. J'espère que tu pourras trouver la paix avec toi-même, Amélia, mais c'est la fin du chemin pour nous. Elle a hoché la tête lentement, son regard s'attardant sur moi un instant avant de se retourner et de sortir. J'ai fermé la porte derrière elle, m'y appuyant un moment en prenant une profonde inspiration. Les émotions étaient là. Colère, tristesse, même une petite lueur de pitié, mais elles ne m'ont pas consumé. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment de clôture. Ce chapitre de ma vie, avec toute sa douleur et son chagrin, était enfin terminé. Quand Grace est rentrée plus tard ce soir-là, ses rires ont rempli la maison alors qu'elle me racontait les aventures qu'elle avait eues avec Olivia. J'ai écouté attentivement, mon cœur plein en réalisant le chemin que nous avions parcouru. La tentative de réconciliation d'Amélia était un rappel du passé. Mais elle ne définissait pas notre avenir. Grace et moi avancions, pas à pas, vers une vie plus brillante et plus forte que tout ce que j'aurais pu imaginer. Amélia avait fait partie de mon histoire, mais maintenant, c'était moi qui écrivais le prochain chapitre, et je ne regardais pas en arrière.